Super grave, l'émission qui est super et qui est grave. Oh yeah. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio Brume 90.7 pour cette nouvelle émission de Super Grave. Super Grave, c'est tous les jeudis à 21h, on y parle de pop culture, de cinéma, de séries, de jeux vidéo et on y boit aussi parfois des Russes blancs causant de nihilisme, toujours dans la bonne humeur, sans se prendre au sérieux et accompagné d'une petite bande. Cette semaine c'est très intime, je suis avec Fred, un petit nouveau dans la bande. Salut. Ça va Fred ? Très bien, très bien. Fait chaud aujourd'hui, hein ? Ouais, il fait chaud, ouais. Muy Mais caliente, hein ? il fait bon ici. Alors Fred, tradition dans l'émission, présente-toi un petit peu. Donc tu es auteur, on peut dire, chroniqueur sur différents sites. Ouais, tout à fait. J'ai écrit pendant à peu près 10 ans pour le site À But Ciné, un site créé à Lyon. Et puis ensuite, j'ai bossé aussi sur le site freneticart.com, qui est le site qui correspond à la boîte qui a produit les documentaires sur Harryhausen et sur le complexe de Frankenstein. Alexandre Poncet. Tout à fait. Et pour eux, j'écris surtout des critiques de comics plus que des critiques de films. Ouais, c'est voilà. ton domaine, ça, les comics. Tout à fait. Et justement, tiens, quels sont tes goûts en matière de pop culture ? C'est la tradition. Mes goûts, à la base, c'est surtout le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma fantastique et le cinéma d'horreur, même si on est un petit peu pauvre ces temps-ci dans ce domaine-là. Ah oui, bon. c'est peu dire. Et puis j'aime bien les super-héros, surtout. Alors au cinéma, ça dépend, mais en comics, beaucoup, surtout Batman. Et voilà, T'as ta place ici, hein, dans Super Grave, hein, forcément. Hein. on dirait. Alors, tu vas nous entretenir cette semaine dans ce nouvel épisode. Après donc George Miller, on va prendre la direction du Sud, on va évoquer la carrière du plus fou et du plus enragé des cinéastes espagnols, l'incroyable Alex de la Iglesia. Si, señor. Si, olé. ¿Quién creéis que sois? Habéis olvidado las tres grandes preguntas. ¿Qué erais cuando os encontré? ¡Éramos basura! ¡Ejército de hospital! ¿Quién os sacó del arroyo y os hizo lo que sois? ¡Tú, Ramón! ¿Y qué sois ahora? ¡Mutante! 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 Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. La sociedad nos trató como mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. ¡No! Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Sí! Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño. ¡Bien! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Discours, voilà, forcément, de Action Mutante, le premier film de Alex de la Iglesia, nous sommes en 92, et c'est vrai que ça annonce quand même direct son cinéma barge, trash, on peut presque dire politique, quelque part entre Freaks, voilà, Todd Browning, et les crados, tu sais, les petits autocollants. à Ouais, l'époque, je on vois tout à avait. fait. D'ailleurs, je crois qu'Alex de la Iglesia était fan des crados, en tout cas de la version espagnole. Mais ce qu'on note dans cet extrait, c'est déjà la subversion du discours, quoi. C'est assez frontal et rentre dedans, à l'image du film d'ailleurs, et surtout de la filmographie de la Iglesia. Bah, c'est vrai que c'est un vrai cinéaste pop qui se permet absolument tout, qui est enragé, qui est fou, qui est politique, qui dit des choses, voilà, sous le couvert de faire du divertissement, du cinéma de genre, mais il dit énormément de choses au fond sur l'humanité. Tout à fait, et surtout, il a trouvé le moyen, c'est-à-dire que la majorité de ses films sont des comédies, sont estampillés et sont étiquetés comme étant des comédies, et il a toujours réussi à aller au-delà de la comédie, et en tout cas à utiliser les codes et les genres pour un discours beaucoup plus subversif et des choses beaucoup plus en sourdine sur la société, sur le cinéma, le spectacle, etc. Mais on y reviendra, je pense. Et c'est vrai que le mec, il utilise quasiment tous les genres, quoi. Il peut faire un film de terreur, entre guillemets, voilà, bon, pour le jour de la bête, faire un pur western avec 800 balles, faire un vrai thriller comme Mes chers voisins ou Le crime Farpay, il est à l'aise un peu dans tous les genres et il les matine dans tous ses films. Il les détruit, il les mélange. Tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il disait qu'il aurait bien aimé arriver sur le jour de la bête à faire un vrai film de terreur. À la base, c'était son projet habituel à la base. Le baiser de... Comment ? Le baiser de la mort, c'est ça ? Le baiser noir. Ouais, je crois, le baiser noir. Et
Et en fait, il peut pas s'en empêcher de tout casser, je crois. Je crois que c'est sa personnalité. Hein, ça va, quand on voit le bonhomme, la carrure qu'il a et la personnalité qu'il a, ça va avec, quoi. Bah, c'est le pur geek et en plus il va parfaitement avec la culture espagnole, quoi. C'est un vrai espagnol. Ouais, tout à fait. C'est coloré, c'est souvent bordélique, c'est joyeux, il y a de l'alcool. Enfin voilà. C'est aussi désespéré quand même, hein. Ouais, c'est désespéré, mais c'est jamais pessimiste. Oui. C'est désespéré parce que les personnages qu'il décrit sont souvent dans des situations un petit peu impossibles et où on se demande comment ils vont pouvoir s'en extraire et tout ça. Et ça, c'est dans tous ces films, c'est la même Ouais. chose. Mais c'est désespéré, mais je pense qu'il a quand même au fond de lui envie que ça se passe bien. je Ouais, crois. c'est un humaniste au fond. Ouais, un humaniste, ouais. Alors, on va commencer comme d'habitude par une partie personnelle. Question toute simple, mais en même temps très très dure. Comment tu as découvert, toi, le cinéma de Alex de la Iglesia? Alors, j'ai découvert le cinéma de la Iglesia par une après-midi très très enfumée avec mes potes Z et Tom. On était à la fac. Enfin, ce jour-là, on a décidé de pas aller en cours. Et à la place, on a décidé de regarder Le Jour de la Bête. On ne connaissait pas, de la Iglesia. On trouvait que l'affiche était plutôt rigolote et le résumé assez fandard. Et on a regardé ce film, Le Jour de la Bête, en VF. C'est très important de le signaler. Et, C'est une époque aussi, hein. ouais, tout à fait. Puis les films de la Iglesia, petite discrétion, mais sont souvent très bien traduits. Oui. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé. Bah, après, surtout à l'époque, quoi. Ouais, surtout à l'époque. Après, les derniers, je les ai jamais vus en français, mais les premiers, en tout cas. Et du coup, le film nous a tellement éclaté la tronche qu'on l'a regardé des dizaines de fois pendant une année. Et voilà, on pouvait pas s'en passer, quoi. C'était mon premier contact avec de la Iglesia, à tel point que c'est dans le film, il y a le personnage de Santiago Segura qui dit souvent ah, c'est puissant ça, parce qu'il est défoncé aux acides. Et on avait décidé d'appeler notre petite boîte de prod Puissant Prod en hommage à ce très grand moment de cinéma. Tout est lié, on vous dit tout est lié ici, de toute façon. Non, moi, c'est plutôt sur le tard que j'ai découvert Alex de la Iglesia, malgré mes origines. Je pense que c'est vraiment Balada Triste de Trompeta qui m'a vraiment fait découvrir son œuvre. Alors, j'ai dû voir d'autres films avant. Je pense Mes chers voisins, le Crime Farpé, qui était assez bien sorti chez nous à l'époque, je m'en souviens. Ouais, ils étaient sortis. Moi, le Crime Farpé, je l'ai vu au ciné, mes chers voisins aussi, je crois. Il y donc, avait un bon retour en tout cas à l'époque, même dans les journaux un peu mainstream, ils en parlaient. Mais ça m'avait pas peut-être scotché, peut-être pas le bon tempo. Et c'est vraiment ce film-là, là, qui, en 2010, qui m'a foutu une tronche. Je l'avais découvert au Festival Latino de Reflets Villeurbanne. ibériques, ouais. Ouais, voilà. Grosse baffe, je l'ai revu après au Comédia et c'était une baffe, mais monstrueuse, quoi. Il y avait Ouais, tout c'est dedans. Et j'ai tout vu dans la foulée, je crois. J'ai vu tous ces films. Il me manque aujourd'hui, je crois, sa série, donc du coup, on va l'évoquer après, Pluton Berbenero. Ouais, j'ai jamais vu non plus. Mais... Ah, c'est pas facile à trouver chez Non, nous. non. Et son documentaire là sur Messi. Mais j'ai tout vu. Et justement, qu'est-ce qui te touche toi dans son œuvre? Qu'est-ce qui l'aide plus justement par rapport à d'autres cinéastes européens? Alors, je sais pas comme ça là, pour dire ce qu'il a de plus, mais ce qui moi me touche, c'est à la base, c'était vraiment le côté folie. Et ce que j'aimais bien, c'était plus que dans les films d'horreur et gore que je regardais beaucoup à l'époque, c'était le côté folie maîtrisée. C'est-à-dire que le Jour de la Bête, pour ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont pas vu, grand Tant bien pis pour vous vous. fasse. Ouais, non, vous aurez la chance de Matez-le. le découvrir. Ouais. C'est que le film a beau être délirant à un point assez hallucinant, on sent que De la Iglesia, c'est toujours où il veut aller. Et donc, ça donne à son film je sais pas, une espèce d'ambiance de bordel, de fête hystérique, mais où à la fin, il faut quand même rentrer à la maison, il faut ranger la maison, faut tout ranger, il faut laisser partir les convives. Mais en même temps, on a passé tellement un moment de fou. Voilà. En tout cas, c'était ça surtout sur le début de sa carrière. Après, c'est devenu beaucoup plus, je pense, beaucoup plus poussé, beaucoup plus réfléchi, ces films. Presque politique, presque. Hein. Ouais, tu as cité Balada Triste, qui est vraiment... on sent derrière qu'il y a plus que l'envie de tout envoyer balader. Mais voilà. Et ce que je trouve qu'il a de plus, c'est qu'il a un côté très dangereux dans sa façon de faire des films. C'est-à-dire qu'il fait des films ultra bordéliques, ultra fous, avec des pitchs et des mises en scène, enfin, des pitchs qui partent dans tous les sens. Mais il y a une maîtrise technique qui est surtout visible dans 2 thrillers, dans Mes chers voisins et dans le Crime Farpé, qui fait que ce sont des bonbons au poivre enrobés dans des emballages absolument irréprochables, quoi. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il veut faire des thrillers, en tout cas sur ces 2 films, des thrillers Hitchcockiens. Donc on a l'emballage du thriller Hitchcockien, c'est virtuose, c'est maîtrisé au niveau des cadrages, du montage et des mouvements de caméra, c'est vraiment léché, c'est presque du Billy Wilder par moment. Billy Wilder est l'une de ses grandes références. Et pourtant, à l'intérieur, il y a quelque chose qui nous d'acide. titille. Ouais, il y a quelque chose d'acide qui brûle là.
Bah, il dit, lui, dans les interviews, qu'il fait un cinéma bien éduqué, plutôt bien élevé, mais dans le sens où il faut faire plaisir aux spectateurs, mais il peut pas s'empêcher quand même de foutre des doigts d'honneur. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, C'est le mauvais garçon. je pense qu'il y a le côté bien éduqué, ça vient de son éducation à lui et ça vient de sa personnalité à lui. Il a fait des études de philo, tout ça. Il est quelqu'un de très intellectuel, qui intellectualise beaucoup. Quand on lit des interviews, il intellectualise beaucoup ce qu'il fait. Ouais, très cultivé. Hein. Et pourtant, voilà, comme tu dis, il peut pas s'empêcher de faire des doigts d'honneur, quoi. Non, c'est ça qui me plaît, moi. Et ce qui me plaît dans son œuvre, c'est qu'il est profondément espagnol, en fait. Et c'est cette rage, moi, qui me. C'est presque un cri. Surtout ces derniers films qui sont de pire en pire, qui sont de plus en plus enragés, de plus en plus en colère. Je trouve qu'ils correspondent parfaitement à la culture espagnole, en fait. Encore plus qu'Almodovar ou Amenábar, enfin tous ces cinéastes-là, grâce aussi au cinéma de genre, qui est quand même aussi porteur de beaucoup de choses, en filigrane et en seconde lecture. Et je trouve là, c'est cette réalité espagnole qui me touche, côté presque politique, les laissés pour compte aussi, les losers qui sont quand même ces persos principaux quand même dans ses œuvres. Et c'est ça qui me touche, moi. Et puis, il est quand même à fleur de peau, ce garçon. On sent il est encore gros comme ça aussi. On le Ouais, sent. tout à fait. Et ben, ça se voit dans des films comme 800 balles, surtout, ou Un jour de chance, qui est l'un de ses plus méconnus, mais qui est un très très beau C'est film. aussi l'un de ses plus énervés, je trouve, mine de rien. Ouais, tout à fait, Ouais. tout à fait. Parce que vraiment frontal celui-là. Là, pour le coup, sur ce que je disais, l'emballage, le joli emballage, parce que le film est très calme visuellement et esthétiquement, mais c'est d'une violence Ah ouais, celui-là, assez hallucinante, quoi. il veut pas faire la comédie là pour enrober le tout là. Il va vraiment frontalement là. Ouais, je pense que c'est son film. Avec 800 balles, pour moi, c'est deux films les moins digressifs. Oui. C'est-à-dire que bon, il y a des choses à la De la Iglesia, je pense qu'il peut pas s'empêcher de mettre des personnages un peu too much et de mettre des scènes un peu too much ou des points de départ un peu limite. C'est un Mais- auteur. Hein. Ouais, de toute façon. Mais à mon avis, ce sont les deux films où il est le plus frontal, où il est le plus direct. Sur 800 balles, ça se voit beaucoup, beaucoup, je trouve. Oui, puis c'est le seul qui est peut-être pas dans l'ironie, qui est beaucoup plus dans l'émotion. Oui, tout à fait. Et comme Un jour de chance, Ouais. il y a qu'à voir le plan final. Voilà. Oui. Oui. Quel beau personnage, Salma Hayek. C'est à peu près le seul perso qu'on peut sauver de sa filmographie, qui est vraiment bon du début à la fin. Ouais, je suis d'accord aussi. Alors, quel est ton film préféré? C'est dur comme question ça. Alors, je pense que c'est Balade attristé. Parce que Moi c'est aussi. c'est le plus, à mon avis, c'est le plus abouti et le plus complet. Ouais, c'est la synthèse. Mais j'ai aussi, et je pense que je le mettrais quasiment au même niveau avec Le Crime Farpé, que je trouve, qui pour le coup est un film qui me met une claque à chaque fois que je le vois, parce que là aussi c'est un film d'une violence assez hallucinante, et encore une fois, qui est emballé comme un virtuose, quoi. Donc voilà. Ouais, moi, Balade triste, Mort de rire aussi. Le film un peu jumeau, le diptyque, hein, c'est le diptyque de l'humour. C'est là où il théorise l'humour vraiment, c'est un Mort de rire. J'adore ce film. Sur la télévision, sur l'humour en général, sur les duos comiques. Santiago Segura, le Grand Wyoming, ça marche parfaitement. C'est ces putains de tronches que j'adore dans le cinéma espagnol. 800 balles que j'adore aussi, voilà, on l'a évoqué. L'essence même du cinéma, quoi, ce film. En fait, je pense que ça serait plus facile de dire lequel on aime le moins. Moi perso, ça serait Action Mutante, mais parce que je Ah trouve ouais que c'est un film qui a beaucoup trop vieilli. Enfin, ça me fait penser, c'est comme Bad Taste, c'est génial, mais de Peter Jackson, c'est génial, mais Puis c'est bourré d'erreurs, mais ça a bon. pris un coup de vieux, quoi. C'est un premier film. Ouais, tout à fait. Et j'aime beaucoup Le Jour de la Bête, voilà, forcément. Mais Ah bah moi, Le Jour de la Bête, c'est plus, toi, c'est le choc. Hein. ouais, puis c'est le cœur qui parle plus que le côté cinéphile, quoi. Du coup. Alors, on va continuer notre exploration de la Iglesia en commençant par le début. On va faire sa biographie. On va commencer par son enfance, sa jeunesse et ses premiers films, ses premiers pas dans le cinéma. Alors, Alex de la Iglesia, de son vrai nom, donc Alejandro de la Iglesia Mendoza, donc né donc en décembre en 65 à Bilbao. Il a un père donc originaire de la Manche, qui est professeur en sociologie à l'université donc de Deusto à Bilbao. Qui est aussi critique de cinéma et de théâtre pour le journal La Gazzetta del Norte. Et sa mère est une artiste aussi, elle est peintre, elle peignait beaucoup dans la matinée, il dit d'ailleurs. Ouais, les portraitistes, surtout. Elle s'occupe aussi de ses enfants, Oui. d'ailleurs. Et donc beaucoup... 5 enfants. Ouais, 5 enfants. Alex oui, de la c'est vrai. Iglesia est le dernier. Ouais, c'est le Benjamin. Donc il y a Augustine, qui aujourd'hui malheureusement est en asile psychiatrique. Tout à fait. Il y a Javier, il y a Arenxa, Mati, qui était passionné de théâtre, qui va l'aider dans ses premiers films, notamment Mirindas Asesinas, son court-métrage, Tout à fait. et qui meurt elle aussi malheureusement d'un cancer généralisé pendant le tournage d'Action Mutante.
Son père va lui donner très très vite donc, le goût du cinéma, qu'il découvre surtout à l'époque à la télévision. Il y a une seule chaîne en Espagne. Et à l'époque, il faut dire qu'il y a des très grands films, des classiques qui passent à la télévision. Il va découvrir très vite les films de John Huston, Ouais, qui Freud. cite Freud par exemple. À ouais. 5 ans, et je pense que ça a dû Putain, le marquer. ouais. À 5 ans, c'est quand même chaud quand même. Hein. Ouais. Il y a que Tarantino et lui pour un truc comme ça à l'époque. Quoi. Ah non, Ouais. ça me rappelle un peu Del Toro, Guillermo Del Toro, qui disait qu'il avait Ouais. découvert Taxi Driver à 8 ans et que ça l'avait pas mal traumatisé aussi. Bah, tu m'étonnes, putain. Il découvre donc Dreyer, Hitchcock, Hawks, Ford, donc les grands cinéastes classiques américains, on pourrait dire. Et il découvre le cinéma de genre aussi, comme beaucoup de cinéastes de sa génération, donc le King Kong de Cooper et de Souchak, le Godzilla de Honda. Et ça va forger sa cinéphilie, progressivement. Ouais, tout à fait. Il y a aussi le fait que son grand frère, celui qui est interné dans un asile maintenant, lui transmet très tôt sa passion pour la bande dessinée. Pour les comics Marvel et Tintin et voilà. RG, Ouais. Black et Mortimer. Une chose qu'on Jacobs. voit dans ces films, il y a un côté, voilà, il y a le côté coloré, les cadrages et tout ça qui fait très bande dessinée. Bah, il est très dans la bande dessinée, on pourrait dire américaine, donc Marvel, Underground aussi, la BD donc franco-belge plus humoristique pour le coup, aussi Franquin aussi, les idées noires aussi, on peut penser à Ouais. ça dans ses premiers films, et aussi la BD espagnole avec Francisco Ibáñez, qui est une sorte d'Uderzo espagnol avec la BD Mortadelo et Filimón. Et aussi 13 Rue del Percebe, si je me souviens bien, qui est vachement bien, qui va l'inspirer justement après pour Mes chers voisins. Donc il va découvrir du coup le dessin, il va commencer à dessiner. Il est aussi très très vite lecteur, Kafka, Beckett, Proust, Montesquieu. Il est très cultivé quand même. Je dès le pense début, que hein. ça fait partie de ce qui l'a orienté vers les études de philo, à mon avis. Oui. C'est ce côté très. C'est-à-dire qu'il était fan de genre et de Spider-Man et de Hitchcock, mais en même temps, voilà, il aimait bien lire du Proust et tout ça. Bah, il a un côté très cultivé, mais genre on prend pas la culture au sérieux. Tu vois, c'est pas un truc qui nous touche de la grâce du ciel. C'est à hauteur d'homme quand même. Ouais, il y a une interview que j'ai lue de lui, je crois que c'était à propos de Mes chers voisins, où il dit qu'il expie un peu dans ses films le fait d'avoir fait des études intellectuelles. Et qu'en fait, il a un petit peu honte maintenant d'avoir fait des études de philo, parce que du coup, ça le force à intérioriser beaucoup de choses et justement à théoriser dans ses interviews où il extrapole Ouais, beaucoup. il est tout. loquace, hein, putain. Et souvent, c'est un truc que j'ai lu de plusieurs fois dans des interviews de lui, où à la fin il dit oh là là, je deviens gonflant, arrêtez-moi, parlons plutôt de têtes qui explosent ou de trucs comme ça. Ouais, il est reçu quand même à la Sorbonne, hein, à la sortie des Sorcières de Zugarramurdi, c'est quand même un honneur. Il n'y a pas beaucoup Ah, tout à fait, oui. de cinéastes, il le dit lui-même, hein, le temple de la culture, voilà, j'y suis, et il ne peut pas s'empêcher quand même de critiquer de l'intérieur de l'institution. Quoi. Ça lui ressemble pas mal. Ah bah, ouais. On se refait pas, hein. Alors tout ça avec aussi la fin du franquisme, ça va littéralement le façonner en tant que jeune garçon. Il va recevoir une éducation assez stricte quand même catholique. À l'époque d'ailleurs il rêve d'être paléontologue, une grosse passion pour les dinosaures. On aurait dit à l'époque c'était pas encore à la mode. Ouais, c'est pas la mode, mais alors ça par contre je crois que c'est un truc de tous les petits garçons à un Ah moment oui, ou ça, l'autre, c'est clair. les dinosaures, c'est... Il a fréquenté une école donc du coup catholique, l'école Divino Infante, puis l'école progressiste San Luis au collège. Ouais, ça c'était les jésuites. Ouais. Et après, il passe chez les Augustins, du coup. Il passe Ah chez oui, les oui. Augustins à la fac. Et après, il va travailler justement la philosophie chez les Jésuites à l'université où travaillait son père. D'ailleurs, il en garde un plutôt bon souvenir. Il en parle plutôt avec passion encore aujourd'hui, quoi. Et ses professeurs, il dit que c'est des sacrés frappés. Il s'est justement inspiré pour le personnage d'Angel, après pour Le jour de la bête, par exemple. Il l'évoque souvent. Ouais, tout à fait. Il parle d'un prof qui donnait des cours comme des matchs de boxe au niveau. Alors j'ai du mal à imaginer si c'était physique au niveau de la violence ou si c'était juste au niveau des idées développées et du renvoi d'idées et tout ça. Ouais, le Mais côté imagé, je pense. Ouais. Je pense que ça a dû façonner son esprit critique et puis son envie des fois de rentrer dedans violemment, quoi. Alors son plus grand drame à l'époque, c'est la perte de son père à l'âge de 12 ans. Son père fait une crise cardiaque lorsque la famille regarde tranquillement la télévision. Hein. L'ambulance, il dit Alex de la Iglesia, a mis trop de temps pour venir. Donc ça lui a coûté sa vie. Et comme on l'a dit, voilà, il a connu beaucoup de drames. Son frère interné, la perte de sa sœur. Et ça va, je pense, littéralement habiter sa filmographie de sa colère dans son ensemble.
Très tôt, donc il commence à dessiner, il va faire des planches de bande dessinée, il va les photocopier et les vendre à ses petits camarades de classe. Il va arriver très vite à les faire quand même publier dans pas mal de publications espagnoles, dans des petites revues. Il y rend hommage à Hergé, par exemple, à la Marvel avec une BD qui s'appelle Boldin Juan. Il y figure aussi donc le Bilbao de l'époque, très délabré, avant Guggenheim, enfin une autre époque, on pourrait dire, voilà, la fin du franquisme, l'époque de la transition aussi démocratique espagnole. Et à cette époque-là, il va fréquenter un garçon qui va quand même marquer sa vie, qui est indissociable de sa carrière. Et Jorge qui est, Guerrica Echevarría. voilà. Merci de l'avoir dit, parce Même que moi, je j'ai du voulais mal, pas le dire. Donc c'est un enfant qu'il rencontre à 8 ans à l'école Saint-Louis et qui va tout de suite devenir son meilleur pote, quoi. Au point d'être aujourd'hui le scénariste de 8 de ses films, je crois. Il a quasiment tout fait, ouais. Ouais, il y a que 2 films que De la Iglesia a écrit lui-même. Non, il y a Balada Christie qu'il a écrit lui-même et il y a Un jour de chance qui Ouais, a c'est été une écrit commande, par un Américain. Mais voilà, donc Jorge Guerrilla Echevarría, je crois que je l'ai bien dit. Oui, c'est chaud les noms là qu'on va dire. C'est tous Ouais. des noms basques là, mais moi j'ai du mal. Donc à l'époque aussi, il fréquente ses futurs directeurs artistiques, José Luis Ariza Balaga et Biafra. Donc ils sont à l'époque aussi des co-auteurs de bande dessinée avec lui. Et celui qui va finalement lui mettre le pied à l'étrier, c'est Enrique Urbizu, qui est aussi basque. Il est connu chez nous pour son dernier film surtout. Comment ils l'ont traduit en France Pas de paix pour les canailles, Ouais, c'est ça, Pas de paix pour les canailles. Ouais. qui était pas mal Très d'ailleurs. très très bon film. Un putain de thriller, un peu à la Marshall, mais en plus hard quand même. Et il va lui commander finalement une affiche pour son premier film. Tu novia está loca. Voilà, donc en 88. Et à partir de là, il va se lancer dans plusieurs projets avec plusieurs membres de son équipe rapprochée déjà, des fanzines, No, une galerie, sa fille, une agence de graphisme et de publicité qui s'appelait Abismo SL. Et à partir de là, il commence à se faire une petite carrière et il est chargé progressivement de la direction artistique sur plusieurs courts-métrages. Ouais, sur plusieurs courts-métrages. Et puis il y a Mama, je crois, qui est un court-métrage dramatique, il me semble. Après. Un peu un conte social ou quelque chose. il Un me truc semble que c'est ça. il le vend comme un truc à la SF, je l'ai pas vu parce que c'est introuvable chez nous. Bon, déjà matinée d'humour noir forcément, et apparemment c'est une sorte d'explosion nucléaire donc déclenchée par des Ah oui, tout à fait, extraterrestres. j'ai confondu avec autre chose. Et c'est une famille qui vit dans une cave et qui s'entretue, voilà. Tout Alex avait glacé déjà présent, j'ai l'impression, dans ces trucs, quoi. Enfin, ça se pose direct. Et à l'époque, il travaille pour la télévision aussi pour plusieurs émissions espagnoles assez populaires. Ouais, il s'occupe de la direction artistique. Ouais. Et il a des bonnes idées assez ingénieuses déjà à l'époque, genre utiliser le mobilier de sa mère, le déplacer pour faire des fausses cuisines. Et progressivement, donc, il rentre de plus en plus dans le cinéma. Urbizu l'appelle pour son second film, donc tout pour le fric, pareil, pour assurer la direction artistique. Et il apprend énormément, il va se friter avec lui pas mal, et ça va le pousser tout ça à tourner lui aussi. Et l'occasion va se présenter avec un tournage qu'il devait assurer, toujours en tant que directeur artistique, qui devait s'appeler Hammer Impassible. Et le projet va tomber à l'eau, et il va récupérer au fond le décor, qui est une sorte de bar, un comptoir, Tout à fait. pour tourner un court-métrage, qu'il va écrire en 2 jours avec son ami, avec son collègue. Et ça va donner donc son premier court-métrage. Mirindas Assassinas. Donc on peut en parler tout de suite, un petit peu. Tout à fait. Eh ben écoute, alors c'est un... Le court-métrage raconte l'histoire d'un homme qui rentre dans un bar et il y a un autre mec qui est déjà là en train de... qui commande une boisson gazeuse. Il y a un mec qui est déjà là en train de boire un coup au bar. Et très vite ça s'envenime et ça part dans une situation complètement apocalyptique à l'intérieur du bar. Un joyeux massacre. Tout à fait, ça finit en baston, en gore, voilà. Donc c'est... Alors le film est trouvable. Est-ce qu'il est Oui, on sur- trouve facilement. il est sur les sur Vimeo et tout. il est trouvable sur internet, mais il est aussi sur l'édition de DVD de Mes chers voisins, sur le 2e DVD. Alors c'est rigolo. C'est pas extraordinaire, c'est vraiment un film de débutant. Enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça. Oui, oui. euh, Donc noir et blanc, 16 mm. Tout à fait. Dadaïste, il dit. Une de Ouais, ses grandes dadaïste. inspirations. Après, moi je connais pas le mouvement dadaïste, donc je pourrais pas les dire. Après, c'est assez surréaliste dans l'enchaînement des actions et tout ça. Puis dans le refus des conventions surtout. Donc je pense là-dedans aussi le refus esthétique de l'époque, la Movida. Enfin, Ouais, puis il y a la Mirinda Assassinas, c'est la canette de coca tueuse, et il y a Ouais. déjà ce côté agressif envers la société, là, envers la publicité. Le consumérisme. Voilà, le consumérisme. Donc déjà, je pense que après, la facture technique n'est pas là, à mon sens, mais en tout cas, tout le côté, certaines thématiques sont déjà présentes, et le film permet à De la Iglesia de rencontrer Alex Angulo, qui va devenir l'acteur sur ses 2 prochains films.
Ouais, qui va jouer le prêtre après. Tout à Il est fait. tellement énorme. Et c'est vrai qu'il y a quand même des trucs intéressants. Le côté expressionnisme dans l'utilisation du noir et blanc. Des séries aussi très courtes de plans qui sont très bande dessinée sur le gun. C'est quand même assez pensé. On retrouve tout son cinéma. Il y a un truc qui est assez intéressant. Il l'évoque pas mal en interview. C'est le côté justement dialogue, métatextuel qu'on retrouve après chez Tarantino par exemple dans Reservoir Dogs ou Pulp Fiction où voilà, ils évoquent entre les mecs, voilà, les burgers et tout. Il y a ce côté-là aussi dans. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, je pense, une des seules fois où le discours dans le film sera aussi poussé au niveau méta, en tout cas. Parce que après, c'est pas la marque de son cinéma. Voilà. Mais je pense que c'est lié à une période, hein, ça. C'est lié à Reservoir Dogs, c'est à peu près la même époque. En 92, ouais. Ouais, je pense que c'est lié. C'est arrivé près de chez vous, tout ça. Ce sont des films. Je pense qu'il y avait quelque chose une émulsion qui se crée à cette époque entre ces cinéastes qui avaient envie de ruer dans les brancards un peu. Ouais, d'envoyer valser les conventions. Ouais. Et Mérine d'Assassinas, je pense que c'était à mon avis, je pense qu'avec le recul, on peut le voir, c'était un exercice de mise en scène. Je pense qu'il a dû apprendre beaucoup sur ce tournage. Il fait des grosses conneries, il dit quand même. Il ouvre une bobine, il voit carrément le film, il doit recommencer le film. Ouais, voilà, donc on sent qu'il est encore en tâtonnement et tout ça. Mais il y a beaucoup d'énergie. Moi, c'est ça que j'aime bien dans ce court-métrage, c'est qu'il y a une énergie folle. Ça lui ressemble. Oui, tout à fait. Donc pas mal de prix, ça relance la production de courts-métrages dans le Pays Basque. Et là, il veut faire tout de suite un second court-métrage qui s'appelle Piratas del Espacio. Et l'idée, c'est un peu de transposer la trame de Lady Killers, tueur de dames, dans un vaisseau spatial. Et le scénar va faire comme ça le tour des boîtes. Il va tomber donc chez El Deseo, qui est la boîte de prod de Pedro Almodóvar et son frère Agustín. Il lit le scénar et il va lui proposer carrément d'en faire un long-métrage. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut remercier, nous, tous les deux, Pedro Almodóvar. Siguiendo el rastro del ángel caído, yendo tras los pasos de un macho cabrío, derribando el muro que encierra las tinieblas, hasta notar el aliento de la bestia, sabiendo que el camino está lleno de trampas para corromper las almas, peleando por saber que el mal es el pecado, soñando con sentir al espíritu malvado. El día de la bestia. Explorando el laberinto para ejecutar al anticristo, abriéndose camino con hierro y fuego hasta tocar las puertas del averno. Textos que ocultan otros textos, datos que apuntan al infierno, cámaras confusas, cálculos fallidos, errores que sentencian al mundo de los vivos. El día de la bestia. 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 Anuncio ardiente en el pentáculo, invocación con tiros de ácido, demencia ungida en sangre de doncella. Y otra vez, con el Nochebuena. En este apocalipsis no hay jinete. Y a Satán le sobran seises. Berry actúa y sus dos sicarios, tres mortales contra el diablo. El día de la bestia. El
Le jour de la bête, nous sommes en 1995 et on vient d'entendre donc la BO composée par Def Condos. Ouais, tout à fait. BO qui envoie direct le film sur orbite. Ah, ça aurait dû pâter avec eux. Hein. Et ils avaient fait la musique de Action Mutante aussi. Action Mutante. Elle déboîte aussi. Ouais. Ouais. Et attends, mais il a tourné avec eux, du coup, il a fait des clips. Je crois qu'il a fait 3 clips, je crois. Mais en tout cas, il a fait les clips des 2 chansons de ces 2 films, d'Action Mutante et de El Dia de la Bestia, qui sont pas juste des images du film. Il y a 2 clips avec des images du film, et il a tourné plein d'autres choses pour faire les clips Ouais. avec eux. Ouais. Mais c'est vrai que ça marche pas mal hein, quand même. Hein. Ouais, ça marche pas mal. D'ailleurs, j'aurais bien aimé, ça m'aurait fait plaisir qu'il les retrouve pour les sorcières de Garamordi, ça aurait pu coller dans l'ambiance, quoi. Mais c'est vrai que c'est punk tout de suite. C'est ça, je Ouais, pense, le c'est vrai pas- thème de l'Iglesia, c'est le punk. Quoi. C'est un punk. Ouais, ça. c'est ça, c'est le côté punk, le côté antisocial. Tu perds ton sang-froid. Alors, très bonne transition. Je pense que ce côté punk est quand même lié dans le contexte aussi dans lequel il grandit, avec la culture espagnole, comme on l'a évoqué. Il grandit quand même avec la fin du franquisme, donc Franco 39-75 à peu près, avec la transition démocratique qui arrive juste après avec Juan Carlos qui nomme du coup un nouveau gouvernement. Tentative donc, de coup d'État aussi, qu'on voit d'ailleurs dans Mort de Rire. Ouais, tout à fait. Donc du lieutenant-colonel Antonio Tejero, donc qui arrive le 23 février 81. Dans Balade attristé aussi. Ouais, donc là, Triste aussi, ouais, ça c'est la fin du franquisme. Donc ça, c'est à peu près en 73. C'est l'assassinat par l'ETA, un acte terroriste du président du gouvernement de l'époque, Franco Luis Carrero Blanco, je vais y arriver. Et c'est vrai qu'on voit dans le film la petite histoire qui se mange avec la grande, avec l'explosion qui était vraiment comme ça, qui se passait comme ça, l'explosion en fait d'une bombe dans un tunnel qui a fait exploser la voiture et qui l'a menée en fait directement sur un toit. Et donc il grandit dans ce mouvement, on pourrait dire, de terreur. Voilà, de ferme ta gueule, on pourrait dire. Ouais, c'est Généralisé ça, et pendant puis 40 ans. Puis je pense que c'est le genre de moment où un pays, et en tout cas une société, se trouve dans plein de contradictions, parce que voilà, il faut les changements de régime peut-être un peu brutal. La mort de Franco, voilà, c'est la mort de Franco. Il y a plus de dictateur, il faut passer à autre chose. Et puis je pense que c'est pas forcément simple pour une société de se reconstruire après des années de dictature, voilà. Et De l'Iglesia, il a 10 ans quand Franco meurt, donc il était en plein dedans, quoi. Et le nationalisme aussi, basque, catalan, l'ETA. Donc ça Tout à commence à fait. faire beaucoup quand même. Ouais, ouais. C'est une société complètement divisée, l'Espagne. Hein. Puis surtout qu'à l'époque, je pense que quand il était enfant, il était vraiment dans le Pays Basque. Il n'était pas. Maintenant, il vit plutôt Madrid, ouais. il vit à Madrid, Vers la Puerta del Sol d'ailleurs. mais à l'époque, en plus, il a ambitionné pendant longtemps d'être le fer de lance d'un renouveau du cinéma basque. Et je pense qu'à l'époque, vraiment, il vivait là-dedans. Je pense qu'il était loin de la vie madrilène et de la vie barcelonaise, quoi. Alors à l'époque, justement, à Madrid, il y a quand même la Movida, qui est Tout quand à même fait. très importante au niveau culturel. Voilà, la libéralisation morale de l'Espagne, avec la fin d'un art militant, de la propagande franquiste. Donc toi, c'est lié à la New Wave quand même britannique, au mouvement punk voilà, qu'on trouve aux États-Unis, en Angleterre, etc. D'abord, ça arrive à Madrid, après à Barcelone, et après justement à Bilbao. Donc c'est quand même assez national. Et il va grandir là-dedans. Donc ça va toucher un peu tous les domaines culturels, la musique, le design, le graphisme, et surtout 2 choses, la bande dessinée et Tout à fait. le cinéma. Donc la bande dessinée, c'est le côté underground voilà, qu'on évoquait tout à l'heure avec les BD qu'il a pu faire à l'époque. Et au cinéma, évidemment, c'est Pedro Almodóvar, qu'on a évoqué. Oui. La libéralisation des morts, le côté sexuel, le côté exubérant, comme tu as rappelé, les couleurs, voilà, le rouge espagnol d'Almodóvar. Mais lui, Alex de la Iglesia, quand même, encore une fois, en mauvais élève qu'il est, il peut pas s'empêcher quand même de mordre la main qui le nourrit. Il va quand même se foutre de la gueule quand même dans Action Mutante et ses autres films de la Movida quand même. Parce que pour lui, toutes les conventions sont achetées. Oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, il aimerait bien en fait être gentil à ces moments-là, justement. Il aimerait bien rendre l'appareil à ce qu'il a influencé, à ce qu'il a vu autour de lui, à ces mouvements qui l'ont aidé, hein, parce que Almodovar, il était là pour lui, et heureusement Il qu'il le remercie était là. d'ailleurs. Hein. Ouais, mais il continue de le remercier d'ailleurs. Mais ouais, il peut pas s'empêcher. Et je pense que, à mon avis, ça vient aussi de son éducation religieuse, enfin des écoles où il a été, où ça devait être très strict, et que son envie d'en avoir rien à foutre jouait là-dessus. Et le fait comme tu dis, qu'il veuille mordre la main, qu'il le nourrit, ça va avec le côté, je pense, adolescent, la fin de l'adolescence dans cette transition où les gens se cherchaient, cette période de transition de l'Espagne où les gens se cherchaient, ne savaient plus qu'est-ce que ça allait reconstruire le donner. pays, ouais. Voilà, il faut reconstruire le pays. Est-ce qu'on va tendre vers le reste de l'Europe? Est-ce qu'on va s'occidentaliser à mort?
comment ça se passe, est-ce Encore que... avec des Roland quand même, franquistes, voilà, avec Tejero, etc. Ça continue encore et encore, quoi. Ouais, puis je pense qu'il y a le fait que l'Espagne est un pays très catholique, et donc il y a ce poids-là qui joue aussi, le poids toute la tradition et tout ça. Puis le Non, tabou encore de la guerre civile, quand même, qui est encore pas résolu aujourd'hui. Ouais, Plus la ouais. corruption politique, les bulles Il est- financières, immobilières, la corruption. Il est d'ailleurs l'un des rares cinéastes à aborder la période du franquisme aussi frontalement, hein, dans certains de ses films, hein. D'ailleurs, dans le bouquin d'interview donc on retrouve chez Rouge Profond et qui nous a quand même bien aidé aussi à faire l'émission, Ça, c'est sûr. c'est quand même l'un des seuls trucs qu'il y a quand même chez nous sur Alex de la Iglesia. Ouais, c'est le seul livre, hein, Ouais, qui c'est existe. facile. Et aussi cette émission maintenant, tant pis. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai des conneries. Oui, il voulait dire que à la base, dans son cinéma, après justement Action Militante, il voulait absolument pas faire un film qui parle de la guerre civile ou du franquisme ou justement de la transition démocratique et des traumatismes dans son enfance. Et qu'est-ce qu'il fait un jour? Il fait Baladarité et Trompetta. Voilà. Il a tout Ouais, travaillé. mais il l'a fait des années après. Bien sûr. Parce qu'après Action Mutante, il est quand même parti loin de ces considérations-là. Pas Ouais. en sous-main, on y retrouve, mais il est parti sur un conte fantastique punk. Oui. Et puis surtout, il veut faire, comme il dit lui-même, un film pur, quoi, le pur divertissement pour le divertissement. Ouais, c'est ça. Et ça, je pense que ça lui vient de son amour de Spielberg et du Temple Maudit, notamment. Oui, c'est beaucoup aussi Alien. Ouais, Alien. Ouais. D'ailleurs, il dit que la scène où l'alien sort du ventre de John Hurt, c'est une scène qui l'a marqué et qui lui a donné envie de devenir réalisateur. Donc je pense qu'il a ce côté où il aime le cinéma américain, il aime le divertissement, il aime l'efficacité. C'est ça que quand je parlais de sa mise en scène qui est de plus en plus carrée et virtuose. inattaquable, il y a ce côté efficace. Oui, puis il aime ce cinéma de genre-là, quoi. Mais il a un côté, parfois, en interview, il dit c'est mal d'aimer Carpenter, il faut mieux aimer Bergman. Ouais, Même s'il aime Bergman aussi, quand même. il dit ça, mais moi, enfin, j'extrapole, mais je pense que s'il est chez lui et qu'il a un DVD de Persona ou un DVD de Jack Burton, je pense qu'il mettra Jack Burton, hein. Oui, nous aussi, d'ailleurs. Tout à fait. On aime... Ouais, Bergman, on aime bien, ouais. Enfin, c'est chiant, mais c'est bien. Ah, quand même. moi, j'aime pas, mais bon. Après. Oh, il y a pire. Il y a Oui, il y Dolan. a pire, mais Il y a Dolan. Qui, je crois, pour Almodovar, du coup. lui. C'est marrant quand on balance un peu dans l'émission, j'aime bien. moi. Alors, on va peut-être continuer maintenant une sous-partie, les thèmes et les récurrences, finalement, de son œuvre. Tout à simplement. fait. Surtout qu'il y en a beaucoup. Hein. Enfin, c'est... De commencer par quoi, tiens? La Les violence, le gore, les Ah, clowns. les clowns. Ah, les clowns, bah voilà, les clowns. Alors. Il aime pas le cirque d'ailleurs. Non, il aime pas le cirque. D'ailleurs, je crois que pour Balade attristée, le début, l'écriture de la part, tout ce qui se passe dans le cirque, c'était très difficile pour lui. D'autant qu'il est tout seul à écrire le film, ce qui est assez rare. Très félinien d'ailleurs. Ouais, très félinien, mais que du coup, il avait du mal à se mettre dans le quotidien du cirque parce qu'en fait, ça l'intéresse pas spécialement. Il trouve que c'est. Je pense que c'est voilà, avec ce que je disais sur il a honte d'aimer le divertissement et de faire des divertissements. C'est un discours qu'on retrouve un peu dans 800 balles. C'est le côté non, mais les gars, vous passez votre vie à faire la nouba, vous voulez pas avoir les pieds sur terre et avoir une famille, un travail et tout ça. On retrouve cette dualité et je pense que le monde du cirque, ça lui rappelle ça. Ouais, Le puis fait les que- mecs ils s'enferment dans un univers qu'ils ont créé, fermé, Ouais, c'est ça. notre réalité quoi. Tout à fait. Et en fait, c'est ce que lui, il fait en tant que cinéaste. Oui. Mais en fait, comme il n'arrive pas... On a l'impression, il y a des interviews où il explique qu'il a du mal à assumer ce côté-là, où moi, je prends du plaisir à faire des films, alors qu'il y a des gens qui meurent dans la rue. C'est dégueulasse. Et je pense que ça va avec ce côté où il a du mal avec le cirque. Parce que le cirque, c'est ça. C'est que des gens qui vivent dans du spectacle et qui sont pas dans la réalité. Ouais, et puis l'homme ridiculisé quoi. L'image Ouais, tout à grotesque, fait, absurde, qu'on humilie, tout simplement. C'est ça le principe même du clown triste et de l'Auguste. Ouais, Le tonto, et comment ils disent en espagnol, le tonto et le triste, voilà. Si. Et ça va aussi avec le côté par exemple, le clown. Il me semble que j'ai lu une interview où il disait que il trouvait ça affreux le fait qu'un clown, ça soit quelqu'un qui a un sourire peint sur le visage. C'est-à-dire quelqu'un qui est obligé, Oui, la fausse fête. voilà, qui est obligé de sourire tout le temps. Même s'il a eu une journée de merde et que sa femme s'est barrée ou qu'elle a couché avec l'autre clown. Et ben lui, il est là et il est obligé de sourire. Et C'est vrai je que crois, le faux semblant, c'est quand même aussi un truc qui parcourt tout son œuvre quand même. Ouais, oui, parce qu'il y a souvent des personnages comme le héros du crime Farpé qui vivent dans un monde qu'ils ont créé pour eux-mêmes et qui font semblant, voilà, qui montrent quelque chose à la société et aux autres gens qu'ils ne sont pas en vérité. Mais pour en revenir au clown, c'est quelque chose qui parcourt toute son œuvre. Et même avant même qu'il y ait des clowns dans ses films, il avait écrit un roman qui s'appelle Payasos en la lavadora, qui veut dire le clown dans la machine à laver. C'est la façon dont lui, il se définit
en tant que personne dans la vie. Et qui raconte, qui n'est pas une histoire de clown à proprement parler, mais qui raconte la vie d'un type, d'un comique, et dont la vie parle de plus en plus en apocalypse. C'est très très violent, comme bouquin, c'est une histoire très agressive sur la télévision, mais ça on y reviendra je pense. Et voilà, donc c'était son premier contact avec le clown, la figure du clown. Mais on les retrouve quand même dans pas mal de trucs. Hein. On peut même dire que Myrinas Assassinats, il parle de clown aussi pour le personnage de Alex Angulo. Il y a Mort de rire, c'est quand même aussi des clowns. Triste et Trompetta, la mode aussi des clowns à la fin du Crime Farpé. Tout à fait. Qui signifie quand même la défaite absolue quand même de Raphaël. Ah oui, bah oui, il veut représenter le symbole de la classe ultime, le mâle macho, virilisé, habillé en Armani, et qui maîtrise son univers immédiat. Et il se retrouve à la fin avec cette mode du clownisme. Oui, qui est ridicule, complètement ridicule. Ah oui, complètement ridicule, et puis qui est même un petit peu terrifiante, hein, si on y réfléchit bien. Oui, parce que la meuf, justement, elle connaît la télévision, elle connaît justement les programmes à la mode. Lui, comme il est enfermé dans son monde, il est dans son autre réalité, il connaît pas le vrai monde, il se fait dépasser. Et c'est ça qui est génial dans son cinéma-là, je trouve. C'est encore une fois ce côté... on prend la défense des laissés pour compte, des outsiders, des losers, et on peut dire que la laideur, quand même, c'est l'un de ses grands thèmes aussi, quand même, parce que Lourdes, dans ce film-là, c'est pas les mannequins qui se tapent au début du film, et finalement, c'est elle qui va gagner au final. Bah, c'est elle qui va gagner, d'ailleurs. Il y a un discours dans le Crime Farpé qui est vraiment acide et que moi, j'adore. C'est ce côté où la société voudrait que les gens pauvres, les gens moches soient gentils. Oui. Parce que Oui. pour compenser. Et dans le Crime Farpé, Alex Delegazé, il dit mais non, ils sont encore pires que les autres, hein, parce que justement, tout le monde leur dit mais vous êtes moche, vous êtes pauvre, vous puez, machin. Et ben du coup, ils deviennent encore plus méchants. Et c'est ce que montre le film, où on croit que Raphaël, qui est un beau gosse, propre sur lui et tout ça, devient méchant et est méchant parce qu'il est un peu abject dans ses actions et dans ce qu'il fait, mais le personnage de Lourdes est encore pire, quoi. Encore pire, oui. Elle est encore plus tarée, quoi. C'est une tarée. Mais c'est ça, on l'évoquait un peu en antenne, comme Guillermo del Toro, c'est le grand cinéaste des monstres. Il aime les monstres, en fait. C'est des monstres. Il aime les monstres, mais je pense qu'il les aime et en même temps, il les craint. Enfin, pas il les craint, mais il les montre sous un jour qui n'est pas forcément... Del Toro, il les montre sous un jour beau. Il y a beaucoup plus d'ironie. Ouais, voilà. Je veux dire, dans Action Mutante, tous les personnages, c'est des monstres. Et terroristes même, voilà. Ouais, et on s'attache pas vraiment à eux. À aucun moment on s'attache à eux. Ils sont pas sympas. On n'a pas envie d'être avec eux dans l'histoire parce qu'à aucun moment ils font preuve de quelque chose de gentil. Enfin, ils sont tous abjects, voilà. Mais il a ce côté très italien de la comédie italienne aussi. Affreux, c'est les méchants de Scola, quoi. C'est ça le cinéma d'Alex Iglesias, quoi. Ouais, tout à fait, c'est ça. Affreux, ça les méchants. Et surtout, c'est pas parce que on n'est pas gâté par la nature qu'on n'est pas un monstre, un vrai. Ouais, c'est ça. Et puis ce que j'aime lié à ça, forcément, ce qu'on n'a plus dans le cinéma français qu'on avait à une époque, dans les années 60, 50, 70, et qu'on a complètement perdu avec la télévision, avec Canal+ et tout, c'est les gueules, les vraies gueules. Il y a encore ça dans le cinéma espagnol, et chez Alex Iglesias, c'est que ça. Ouais, c'est des gueules. Et souvent, il va les chercher d'ailleurs dans ses souvenirs de cinéphiles d'enfance. Par exemple, dans le casting de Mes chers voisins ou de 800 balles. Ou surtout dans Mes chers voisins, où c'est un casting du troisième âge, hein, quand même, il faut le dire. Oui, c'est clair. Ouais. Carmen Maura, c'est la plus jeune, donc c'est pour dire. Et d'ailleurs, il le dit, il la met en mode Sigourney Weaver. Ouais, tout à fait. Ouais, en mode Sigourney Weaver, Trinity aussi, un peu. Ouais, oui, c'est clair. Mais ce qui est génial avec lui, en plus, dans la direction des acteurs, pour faire une parenthèse là-dessus, c'est qu'il mélange un peu tout dans le casting espagnol. C'est-à-dire, il y a des acteurs confirmés, il y a des jeunes acteurs, voilà, comme Segura, qui va arriver très vite et qui vont littéralement se déchaîner dans son cinéma, quoi. Et ça marcherait très bien. Ouais, tout à fait. Mais je pense que ça permet aussi d'avoir un côté professionnel avec des acteurs aguerris qui viennent du théâtre, qui viennent des telenovelas, qui viennent du cinéma à papa, comme on dirait, comme on pourrait dire. Ouais, qu'on fait leurs preuves, qui connaissent le métier, les professionnels. Tout à fait. Et en même temps, derrière, il y a qu'à voir, il y a plein de gamins dans ces films. Je veux dire, ces gamins-là, c'est des acteurs inconnus que personne n'a jamais vus, qui n'ont jamais joué ailleurs. Et il les dirige pareil, il va découvrir, il va chercher. Moi, je pense à Carolina Bang, qui est la muse de ses derniers films et qui est d'ailleurs sa compagne maintenant, et qui était inconnue avant et qu'il est allé chercher pour la mêler à un casting un peu plus poussé, un peu plus déjà vu. C'est vrai que des fois, il a quand même une équipe de collaborateurs attitrés. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai que parfois,
il arrive quand même à briser cette règle. Donc le Crime Farpes, c'est une équipe complètement renouvelée, on pourrait dire. Willy Toledo, d'ailleurs, qui joue Raphaël, qui a une sacrée gueule aussi, une sacrée présence. Il voulait Cary Grant, bon, malheureusement, il pouvait pas. Mais il fait ce qu'il peut. Mais c'est vrai que parfois, il sait briser ses règles. Clooney. Oui, c'est vrai, il aurait pu. C'est vrai qu'il tend des fois dans le cinéma américain, quand même. Ouais, l'efficacité de sa mise en scène. Je pense que son art du montage, son art du cadrage et tout ça est pas hérité de sa cinéphilie plus auteuriste. C'est tout hérité de Spielberg, de Wilder, qui c'est du cinéma populaire. Même Wilder, il faisait des films populaires. Donc, c'est vrai qu'il a ce côté Billy Wilder quand même, espagnol quand même. Le côté très acide, très pointu, très second degré, très désenchanté, mais comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, sous couvert de faire un cinéma divertissant qui plaît à tout le monde, en comédie, qui peut aussi tendre vers d'autres choses, dans le thriller ou film de terror, comme il dit très bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce regard très incisif, en fait, très critique envers ses contemporains, envers l'Espagne, envers le monde aussi. Voilà, la télévision, par exemple. qui a une de ses grandes marottes. Voilà, il dit la télévision, en fait, c'est le monde. Voilà, c'est une sorte de monde contenu dans un cadre. Et c'est pour ça qu'on l'aime tellement, parce qu'on découvre tout à travers justement le prisme aujourd'hui de la télévision, qui a écrasé toute forme de culture pour lui. Ouais, puis c'est par la télévision que lui, il a découvert le cinéma. Vrai, en plus, donc, oui, il est très dans le paradoxe constamment, en fait. Mais je pense que la télévision, à mon avis, à la base, ce qui l'a gêné et ce qui a déclenché son aversion et la façon dont il en parle dans les films, c'est l'arrivée de Berlusconi. C'est notre époque. C'est le rachat par Berlusconi de toutes les chaînes de l'Espagne et sa mainmise sur le divertissement et sur le divertissement télévisuel. Parce que je pense qu'à la base, il aimait bien la télé, en fait, de l'Iglesia, justement. C'est pour ça qu'il a pu voir Freud, il a pu voir King Kong. Classiques. Alors que, à cause de ce que c'est devenu derrière, à cause des jeux à la con avec des nanas dénudées qui se trémoussent derrière. La télé-réalité, la trash TV. Et ben, du coup, la télé a perdu ce qu'elle avait été pour lui, je pense, quand il était enfant. Et c'est peut-être pour ça qu'il est en colère d'ailleurs contre la télévision. Ouais, parce que c'est fabriqué, on voit très bien dans La Chispa de la Vida, qui est une violence absolue ce film, franchement. Ouais, c'est très très agressif. Donc au fond, on va rappeler un peu l'histoire de ce film, c'est un homme qui veut retrouver un boulot, il est chômeur longue durée, il travaille dans la pub, dans l'Espagne actuelle, de la crise aussi, de la corruption, de la bulle immobilière, enfin tout ça, quoi. Il dit beaucoup de choses, mine de rien, en peu de minutes en plus. Et le mec cherche du boulot et il veut retrouver le passé glorieux avec sa femme, donc Salma Hayek. Il veut retourner dans l'hôtel de sa lune de miel. Et à la place, il y a un théâtre antique. Ça veut tout dire, le pain et des jeux, quoi. Ouais, déjà à l'époque. Et le gars a un accident et il va se retrouver, comment on pourrait dire, transpercé par une il se retrouve avec une tige de métal plantée dans le crâne. Et à partir de là, il dit, il y a une opportunité, je vais pouvoir enfin peut-être gagner de l'argent. Aider ma famille grâce à la télévision en manipulant un tel ou un tel, alors que c'est lui qui se fait au fond manipuler à travers un patron de télé, qui est italien d'ailleurs, je crois. Tout à fait, oui. C'est Berlusconi. Il l'introduit d'ailleurs avec plein de nanas, avec plein de putes et tout. Enfin, c'est Berlusconi, quoi. Et toute la question du film, c'est qu'il y a un personnage qui dit non, c'est sa femme, c'est Salma Hayek. Ouais. Et finalement, du coup, tu dis il va se faire avoir, mais finalement, à la fin, c'est le héros. C'est un des rares films de l'Église où c'est le héros qui gagne. Oui, c'est vrai. Parce qu'à la fin, ça se finit pas très bien, mais à la fin, il gagne au moins, c'est le seul qui perd pas sa dignité. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a un très beau personnage justement joué par Carolina Bang, qui est une journaliste, qui est la seule qui veut pas faire du sensationnel avec cette histoire un peu elle sordide. refuse de filmer quand elle pleure, Salma Hayek, elle baisse la caméra. Mais c'est vrai que les femmes aussi, ça fait aussi un sous-thème, les femmes sont quand même assez bien traitées dans son cinéma. Alors je sais qu'il se fait traiter parfois de misogyne, notamment dans ses derniers films, mais c'est vrai que les femmes, elles gagnent quand même dans ces films. Alors, je pense qu'il a toujours des personnages de femmes fortes. Par contre, il y a un paradoxe, c'est que il aime les jolies femmes nues, Alex Zolliger. Ah oui, il les aime. À part dans Mes chers voisins, mais bon, vu l'âge du casting, heureusement qu'on y a échappé. Même Carmen Maura, il la sexualise quand même. Oui, tout à fait, mais bon, il fait c'est pas Carolina Bang, oui. Dans quasiment tous ses films, il y a un plan. C'est flagrant au début du Crime Farpais, dans Action Mutante aussi, pareil. Il y a toujours 800 balles. Il y a toujours un plan sur une femme dénudée à un moment ou l'autre, une jolie femme dénudée. Il aime les belles choses. Et c'est marrant parce qu'il y a ce côté-là justement où ces plans-là de jolies femmes dénudées sont un peu. La fille, du coup, l'actrice est utilisée un peu de façon esthétique. Elle n'est pas là pour servir un propos ou quoi que ce soit. Je pense que là, c'est purement lui qui se fait plaisir en filmant une jolie femme nue. Oui. Mais à côté de ça, il y a des personnages
tous les personnages féminins sont souvent traités à l'égal des hommes. En tout cas, ce ne sont pas des faire-valoir ou quoi que ce soit. Il n'y a qu'à voir Carmen Maura, que ce soit dans Mes chers voisins ou dans 800 balles. Dans 800 balles, elle a un rôle qui aurait pu être joué par un homme. Elle joue une femme, du coup, elle joue une maman. Donc il y a tout un côté assez intéressant là-dessus. Mais elle n'a pas un rôle de potiche. Oui, mais quand tu vois Perdita Durango, tu vois justement Salma Hayek dans Un jour de chance, elle gagne à la fin, elle gagne sur les hommes. Et quand tu vois Carolina Banks dans ses derniers films, voilà, Patricia Trompetta, même si bon, voilà, elle n'a pas un destin et qu'elle se fait maltraiter par les hommes, elle est quand même assez innocente. Elle manipule personne au fond, elle est assez bonne, elle est assez pure, quoi, dans tous les sens du terme. Et par la suite aussi, quoi, la sorcière de Zugarramurdi, c'est pareil, quoi. Elle se retourne et elle aide les hommes à la fin. Je pense que Sorcière de Zugarramurdi, il y a un gros malentendu, qui est lié à un personnage, au personnage de la maman, du jeune héros, qui elle est présentée de façon assez... elle, c'est une sorcière dans le film, c'est la seule qui est un peu caricaturale. Alors que les autres femmes, pareil, Carolina Bang ou même Terry Pavez et tout ça, elles sont pas diabolisées. Alors que le film, en plus, aurait pu s'y prêter. Hein, donc, mais du coup, je pense que c'est pour ça que le film a été traité un peu d'être misogyne et tout ça. C'est les hommes qui sont bêtes et lâches dans le film, tout simplement, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ils sont bêtes, lâches, ils comprennent rien, ils préfèrent la fuite en avant, qui est aussi l'un des grands thèmes de l'Iglesia. Tous ces personnages, finalement, font quelque chose. J'ai l'impression qu'Alex de l'Iglesia, pardon, je parle trop vite, se fuit lui-même, en fait, constamment. Depuis le début, on parle de ça, en fait. Ouais, c'est ça, il se fuit. Bah, d'ailleurs, il a toujours dit que quand il faisait un nouveau film, c'était en réaction au film qu'il venait de réaliser. C'est-à-dire comme s'il souhaitait mettre une barrière entre le film qu'il vient de réaliser et la suite de sa carrière ou de sa vie. Comme si, justement, il fuyait ce qu'il venait de faire pour toujours avancer en avant, aller en avant, pour pas que ce qu'il a fait avant le rattrape. Voilà. Il y a quand même des liens assez rigolos. Quand tu prends Carmen Maura, on l'évoquait juste avant, quand tu vois la fin de Mes chers voisins et quand tu vois comment elle est placée dans 800 balles, on pourrait presque croire que c'est le même personnage qui a évolué, qui a enfin le pognon et qui est devenu ce qu'elle devient dans 800 balles. Ouais, tout à fait. Elle a utilisé le pognon gagné et elle en fait ça. Alors quel autre thème on pourrait utiliser? La parano, la folie quand même. C'est quand même un de ces grands thèmes. Ouais, la folie, mais c'est toujours une folie qui est induite par ce qui se passe autour, par les événements. Je pense que à part certains, alors je vais y réfléchir pendant qu'on développe, mais souvent la folie, elle est due à quelque chose. Elle est pas, il n'a pas beaucoup de personnages qui sont fous. Oui, gratuitement, oui. C'est pas des personnages qui sont nés fous, qui sont. Il y a des idiots chez lui qui sont purs, qui sont bons. Ah oui, il y a des idiots. Alors, du coup, pour ce que je disais, les fous sont pas innés. Je pense qu'il y a quelques contre-exemples. Lourdes, à mon avis, elle est folle. Oui, mais aussi le contexte familial aussi aide beaucoup quand même. Ouais, mais je pense qu'elle est folle de base. Tu vois, la petite sœur, elle est folle aussi, donc. Oui, c'est vrai. Il y a que l'homme justement qui dort, qui préfère s'échapper en dormant. Tout à fait, en s'évadant dans le foot et dans la télé et en dormant, donc. Mais oui, la folie, ouais. Mais encore une fois, toujours les personnages deviennent fous par les circonstances. C'est pas forcément excusable, hein. Des fois ils viennent fous pour des mauvaises raisons, mais ils deviennent fous par les circonstances. Ou des trucs très triviaux, hein. Santiago Segura, dans Le jour de la bête, il devient fou parce qu'il a pris un acide. Donc après, les personnages deviennent un peu comme ça. Je pense que dans 800 balles, les personnages ils sont fous. C'est lié au contexte dans lequel ils vivent. Il y en a un, c'est parce qu'il fait que de tomber du toit et je pense qu'il a plus de neurones au bout d'un moment. Donc il vit dans un autre monde. Les autres, ils vivent dans un western, ils croient que. Et en fait, là, c'est lié par exemple à la crise, à la fin du cinéma d'aventure tourné à Almeria. Dans Balade attristé, le héros, il devient fou par amour. Parce qu'il est maltraité, parce qu'il est amoureux il n'est pas amoureux de la bonne personne. Voilà. Donc il y a toujours un côté. Et puis comme il dit si bien dans les interviews, à propos de ces films, justement Le jour de la bête, ça représente ça quand même, la bête, le diable. Il dit en fait le diable c'est pas ce qu'on croit, le diable en fait c'est le quotidien, c'est la routine et c'est aussi les gens dans le quotidien. Voilà, quelqu'un qui baisse les yeux devant un clochard, qui veut pas aider son voisin, rendre un service et compagnie. Voilà, il dit l'enfer au fond c'est les autres, c'est nous, c'est tout le monde, c'est la société. Ouais, tout à fait. Ouais. Et je pense qu'il le montre très bien. Ouais, par exemple, dans Le Crime Farpel, c'est ce que cherche à fuir le personnage principal de Raphaël. Il veut surtout pas. Il y a un moment, il y a une scène où il a l'image de ce qui se passait s'il épousait Lourdes.
Et il serait comme le père de Lourdes. Ouais, un zombie, quoi. Un zombie assis sur son canapé avec plein d'enfants qui braillent autour et lui devant la télé à attendre que sa femme fasse la popote. Voilà. Ouais, mais encore une fois, il est faux semblants parce que le mec, il croit avoir un monde maîtrisé, idéalisé, mais en fait, il vit dans un appart minable. Il veut même pas installer de meubles, il croit à son rêve, il croit que forcément, il va vivre et mourir dans le monde qu'il a créé, voilà, dans le Corte Inglés, je sais plus comment il s'appelle, on s'en fout, le centre commercial. Pas dans tous les films de l'Iglesia, 800 balles c'est pareil, quoi. C'est un monde fait de broc, voilà, c'est juste des tournages, des décors, voilà, en papier mâché pour des western spaghetti. Mais il n'y a rien derrière, enfin c'est rien. Non, il n'y a rien derrière. Et surtout, c'est des personnages, que ce soit dans 800, comme tu dis, dans 800 balles ou le crime Farpet, ou même de la troupe de cirque dans Balade à Triste et Trompetta, c'est des personnages qui se retrouvent, qui se sont créés un univers pour eux, pour pas en sortir, qui fuient la réalité. Et à partir du moment où la réalité les rattrape, que ce soit Lourdes dans le crime Farpet, que ce soit le personnage de Carmen Maura et les volontés de rachat d'Almeria et tout ça, ou la réalité du franquisme et de l'histoire espagnole dans Balade à Triste. Dès que la réalité les rattrape, leur monde il explose et bien souvent ils sont incapables d'y faire face. Et ils préfèrent mourir avec. Ouais, ils préfèrent mourir avec ou prendre l'option du pétage de plomb définitif, quoi. Dans Balade à Triste, c'est exactement ça. Du moment où la réalité rattrape la petite vie qui s'est créée en étant un clown, et ben à partir de ce moment-là, il devient fou. Muy buenas noches desde el estudio 1 de Prado del Rey. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar? Que estoy todo el día bebido, saltando de lío en lío. Pues que no te pase nada. Anda ya, venga ya, anda ya, venga ya. ¿Qué pasa contigo, tío? Que triste y cansado estás, que tiene el cuerpo hecho un lío, que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Metido en la perdición, con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un trombón. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando bandazos de aquí para allá, zapateando y dando candela, unos que llegan y otros que van. ¿Qué pasa contigo, tío? Y que chuchurrío está, con más arrugas que un higo y más ligue que un Don Juan. Como siga el cachondeo, la huelga ya entrará. Al acabar el verano, te tendremos que enterar. Y es que me paso el día de huelga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de huelga, dando bandazos de aquí para allá, zapateando y dando candela, unos que llegan y otros que van. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Conmigo qué va a pasar? Que tengo cuerpo de jota y pa' dormir la marmota, que a mí no me da la gana. ¿Que a ti no te da la gana? Que a mí no me da la gana. Nada de nada, nada de nada, nada de nada, nada de nada. Y es que no sé lo que me pasa, pero me paso, me paso, me paso, me paso, me paso y me paso. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando bandazos de aquí para allá, zapateando y dando candela, unos que llegan y otros se van. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Un extrait de la bande-annonce de Mort de rire, voilà, toujours, de Alex de la Iglesia, 1999, Que paso contigo, tío, un morceau d'ailleurs, il est très des fois dans la pop variétoche espagnole, Los Golfos, donc les Golfos c'est les chenapans, et finalement ça va bien avec Alex de la Iglesia. Ouais, tout à fait, ouais, ça va bien. Et puis Et c'est avec- un clip un peu particulier en plus, la bande-annonce. Ah, je l'ai pas vu, donc je peux pas te dire. Bah, c'est le Grand Wyoming et Santo Segura qui font les cons dans une sorte de fontaine, et c'est un clip, il est en mode coupe afro, Segura, ils font les cons, il y a des culs, enfin tu vois, c'est D'accord, l'Espagne, c'est la fête, et Ouais, ça n'a ouais. rien à voir avec le film, quoi. Enfin c'est extrêmement... c'est festif, voilà. Ouais, ok. Voilà. On va continuer donc du coup sur les thèmes peut-être. Alors qu'est-ce qu'on avait dit encore?
Bah écoute, il y avait on a parlé un peu de la télévision, on a parlé un petit peu de l'Espagne, on a parlé des clowns, de la folie. Alors, on pourrait parler du coup des ruptures de ton qui sont constantes dans son cinéma, par exemple. Ouais, tout à fait. Le mélange. Où Alex de la Iglesia pratique un cinéma où il passe de souvent, on l'a dit en tout début d'émission, il fait des comédies. Enfin, en tout cas, ses films sont souvent apparentés à la comédie et étiquetés comme des comédies, mais à l'intérieur de ces comédies, il pratique la rupture de ton dans le sens où souvent on passe de la sidération totale À l'humour. à l'humour, À la à terreur. la terreur. Voilà. Dans Le Jour de la Bête, il y a des séquences vraiment purement fantastiques. L'apparition du diable, notamment la scène du sabbat qui est un peu parasitée par Santiago Segura, qui est hilar et mort de rire et défoncé, mais il y a toujours ce côté où il prend au sérieux. En fait, c'est ça le truc, c'est que Alex de la Iglesia, même s'il peut pas s'empêcher de faire des vannes et d'aller un peu dans la bouffonnerie par moment, il y a des choses qu'il prend très au sérieux et c'est très lié, et c'est surtout dans l'image, plus que dans le dialogue et dans le rythme et tout ça, mais il y a des pures images qui... Il imprime la rétine, il sait le faire, ça. Ouais, voilà, il imprime la rétine avec des images qui sont liées au genre qu'il est en train de traiter. Dans Le Jour de la Bête, l'apparition du diable, c'est peut-être la seule scène du film qui est pas marrante, absolument pas marrante du tout, quoi. Oui, parce que c'est très Don Quichotte quand même le truc. Hein. Oui, Le- oui. Le prêtre Don Quichotte, Sancho Panza avec Segura. Voilà. Et puis l'autre, parce qu'il y en a un troisième. Oui, Cavan, ouais, le faux prophète de la c'est ça, télévision. tout à fait. Et là, oui, il en fout plein la gueule, hein, pour le coup. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, tu fais une belle transition. Cette image qui imprime la rétine est souvent liée, je trouve, avec une imagerie, un climax qui est lié à la hauteur, au vertige. Très Hitchcockien, Ouais, pour tout le à coup. fait. Ouais, bah ça c'est vraiment Beaucoup de ses l'héritage films, de Hitchcock et je trouve que c'est le plus flagrant dans Balade attristé et surtout dans Mes chers voisins. Je trouve Ah, oui, oui. la fin de Mes chers voisins, c'est la main au collet, c'est la mort aux trousses, avec des petits clins d'œil amusants à Matrix et tout ça, parce que il peut pas parce que c'est son délire. Oui, aussi. il mélange tout. Ouais, il mélange tout, mais je pense que il le fait parce qu'il aime bien ça, parce que Ouais. je pense qu'il adore la mort aux trousses et qu'il est dans Matrix, donc globalement c'était pas gênant pour lui, c'est de mêler les deux. Mais oui, il y a ce côté. Je pense que c'est lié aussi aux thématiques de ces personnages qui sont tout le temps, qui sont souvent comme tu l'avais dit, des losers, qui sont plus bas, qui commencent au ras du sol et qui s'élèvent progressivement. Bon, ça fait... Oui, comme si la vérité arrivait vers le côté haut, quoi. Ouais, tout à Comme fait. ça se resserre progressivement, il peut que la vérité qui peut sortir de tout ça. Tout à fait, et avec pas tout le temps des conclusions Heureuses, ouais. heureuses. Ouais, c'est clair. Parce que dans Balade C'est attristé, souvent quand même triste, hein, les fins de Alex ouais. Iglesias. Bah, en fait, du coup, dans Mes chers voisins, c'est plutôt sympa. Enfin, c'est plutôt, ça va dans le sens de l'héroïne et tout ça, alors que dans Balade attristé, c'est vraiment, et pour le coup, c'est tragique. Et c'est pareil, le climax des Mes chers voisins est fun, donc il est assez amusant, il y a des clins d'œil, tout ça, alors que le climax de Balade attristé, c'est aussi une des parties du film qui est les moins marrantes. Bah, arrêtons-nous sur ce film, il y a tellement de choses à dire sur ce film déjà. Ouais, Balade attristé, bah, c'est Balade attristé. La rivalité de deux clowns, voilà, le clown triste et le tonto, voilà, donc Ouais. le bête et le triste. Avec, si tu me permets, une phrase qui, moi, m'a énormément marqué, c'est une phrase où le héros demande à sa némésis, à l'autre clown, pourquoi il est devenu un clown, et il lui dit, si j'étais pas devenu un clown, je serais un psychopathe. Ouais, c'est une phrase qui me marque beaucoup, et je pense qu'elle est très... Ça définit son cinéma et ce qu'il est de toute façon. Voilà, elle est très révélatrice de Alex de la Iglesia en lui-même. En gros, si je faisais pas des films comme ça, je serais un mec affreux, je serais sûrement abject et pas marrant et machin. Et il faut que que ça sorte, quoi. Il faut que... Ouais, en fait, ce film, c'est un cri, et c'est aussi un cri d'un pop, parce que cette rivalité entre les deux clowns, ça c'est évident, c'est une métaphore entre les deux clans qui divisent l'Espagne, entre les nationalistes et les républicains, entre les franquistes et les républicains, et c'est un tabou encore espagnol, ils sont en plein dedans encore aujourd'hui, et ce film, cette idée voilà, de deux clowns qui se battent pour une femme, qui symbolise voilà, l'Espagne, et qui au final ils vont la sacrifier, ils vont la tuer sur un hôtel. Tout à fait, alors qu'ils s'en sortent tous les deux à la fin. Oui. Et en plus, avec cette idée magnifique, voilà, du rire et des pleurs, parce que c'est très important chez lui aussi, quoi, ce mélange toujours entre la terreur, l'amour, la peur. Enfin, ça marche très très bien, quoi. Ça marche très très bien. Et ce film-là, je trouve que c'est la quintessence de tout ce qu'il a pu faire. Et je pense, après, c'est une théorie perso, mais je pense que toute cette idée-là, il l'a, je pense, piqué à Sergio Leone, qu'il n'aime pas trop d'ailleurs, par ailleurs. Enfin, il n'aime pas trop les western spaghetti, mais Non, il préfère le western, Ouais. western américain, John ouais, Ford, Ford, et Hawks, Hawks, ouais. oui, comme Carpenter d'ailleurs. Et cette idée, voilà, qui est dans la Révolution,
Tu sais, avec James Coburn, cette idée, tu sais, le terroriste aussi de l'IRA, qui est amoureux d'une femme, pareil, une rivalité entre deux hommes, je pense qu'il l'a tiré de là et qu'il l'a appliqué carrément à un film entier. Ouais, c'est possible, ouais, mais je pense qu'il y a ce côté de Sergio Leone, ce côté qui est latin en fait, qui est très latin, Ouais. de l'exagération. La Et de tragédie pure, ouais. Voilà, et de la gueule. Oui, c'est vrai. Parce que, je veux dire, tu regardes les films de Léon, il était une fois dans l'Ouest ou il était une fois la Révolution, c'est un défilé de gueule. Et il y a ce côté-là dans les films de la Iglesia. Et puis, je pense qu'il aime pas Léon, mais 800 balles, c'est un hommage à Sergio Leone. Rien Oui. que le plan final est un hommage à Clint Eastwood dans les films de Sergio Qu'il Leone. n'a pas pu avoir malheureusement, mais ça marche quand même pas mal Ouais, avec ça un effet marche spécial. parce que voilà, après c'est un effet spécial, ça se voit que c'est un effet Ouais, spécial, on mais s'en fout, ça marche. on s'en fout parce que c'est l'idée là qui prime sur l'image, c'est l'idée de ce que ça signifie pour le personnage principal, pour le personnage de Sancha que personne ne croit alors qu'il a dit depuis ces années que depuis connaît toujours Clint que Eastwood, Eastwood il c'est a son son ami numéro. et tout ça. Et que personne ne le croit parce qu'en même temps il donne aucune raison aux autres Oui, de puis le c'est un croire. roublard hein, de toute façon. Ouais, et puis il a jamais donné aucune raison à sa fille et tout ça de le croire. Donc et du coup là je pense que du coup il y a quand même peut-être qu'il n'est pas fan en tant que cinéphile de Sergio Leone, mais je pense que il fait partie de ces gens qui ont vu il était une fois dans l'Ouest peut-être à la télé et qui ont dit et qui ont trouvé ça c'est difficile de trouver ça mauvais quand même. Non, et puis voilà, c'est aussi Almeria, c'est aussi une culture espagnole, c'est aussi une tradition, un passé espagnol. Les grands films américains, voilà, il évoque dans le film le Cid, Laurence d'Arabie, le Docteur Zhivago quand il tourné à Almeria, plus les westerns voilà, de Léon. Et c'est vrai que l'Espagne, c'est aussi l'une de ses grandes thématiques. Il arrive toujours à replacer finalement le contexte espagnol. Mort de rire, c'est ça. Il arrive à replacer constamment ce duo voilà, de crétins avec une gifle, cette violence, au milieu de grands événements espagnols qui vont voilà, d'une tentative de putsch en 81 jusqu'au J en 92. Mais c'est pareil, c'est la même hypocrisie au fond. À travers la télévision, à travers les médias, à travers l'humour, à travers tout. Quoi. Dans Mort de rire, il utilise la télé en plus du discours sur la télé en lui-même, qui est la colonne vertébrale du film. Il utilise ça pour parler, parce que comme tu dis, le film se passe sur de nombreuses années et il raconte l'histoire de l'Espagne. Dans Baladatriste, on retrouve aussi un petit peu ça. Et en fait, refoulé, ouais, qui revient, qui ressurgit. Et dans tous ces films, il y a quelque chose qui dit de l'Espagne aussi, soit de l'Espagne du passé, que ce soit Mort de rire ou Baladatriste, soit de l'Espagne du présent, que ce soit une scène qui peut paraître un peu anodine dans 800 balles, mais la scène où ils ont besoin d'Indiens pour leur show, Oui. et du coup ils vont chercher Très politique du coup. ils vont chercher les réfugiés, ouais. les émigrés du maghrébin qui travaillent dans les plantations d'oranges. Voilà, donc il y a et c'est pas une scène à discours, il n'y a pas de discours, il n'y a aucun moment les personnages ne font un dialogue, mais le fait d'avoir utilisé ce contexte-là et ces personnages-là, c'est pareil, le début des Sorcières de Zugarramurdi, le fait que ça se passe en pleine crise et les personnages, on voit, ils vont braquer un prêteur sur gage et on voit tous ces gens, ces petites gens là qui vont vendre leurs petits trucs parce qu'ils ont besoin Ouais, d'argent, pour parce quelques qu'ils jours de ont rien. plus. Voilà. Puis le générique est génial quand même, où c'est l'Espagne entière qui fait un fuck finalement, où dans les sorcières, donc t'as le générique, c'est toutes les sorcières, donc depuis la création des sorcières. Tout à fait. C'est l'image de la sorcière. Ouais. Et les dernières, c'est Jusqu'à- Thatcher et c'est Angela Merkel. ouais. Donc, je crois que ça veut tout dire au niveau espagnol, quoi. Moi, j'imagine le sourire d'Alex de la Iglesia en voyant défiler la fin du générique, quoi. J'imagine. Et du coup, on peut rebondir sur les génériques de ces films. Il y a toujours un côté très composé, très travaillé. Déjà, Mes chers voisins, il y a tout. Ah oui. et Limite très Hitchcockien, mais matiné un peu des couleurs d'Almodovar, quoi. Ouais. Après, moi, Mes chers voisins, je trouve que le début du film et le début du générique me fait penser au film de Besson, avec c'est vrai. un plan qui arrive au ras du bitume, en tout cas Oui, qui Nikita. survole une surface Oui, plane ou et l'eau. qui arrive. Voilà. Ouais, oui, c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'il a compris ce truc du générique pour faire rentrer de plein pied dans l'histoire. Je veux dire, le générique de Baladatriste qui est à la fois un mélange de toute l'histoire de l'Espagne et de l'histoire personnelle d'Alex de la Iglesia, parce qu'il y a à la fois on voit la rencontre entre Franco et Hitler, et on voit aussi Lon Chaney Jr. qui était un on acteur. voit Raquel Welch, voilà. Canuel Holocaust. Donc je pense qu'il y a un mélange dans ça, et je pense que du coup ça dit aussi sur le film le côté historique
Donc on va vous parler, le film est lié à un contexte particulier, tout ça. Très dur. Et en même temps, ce que De la Iglesia, en tant que cinéphile, apprécie, Raquel Welch ou Lon Chaney Jr. et les monstres de la Universal. Et en même temps, ça sera pas une comédie tout le temps, quoi. Hop, Cannibal Holocaust. Enfin, tu vois, Comme si les vrais monstres, c'est pas ceux-là, quoi. Les vrais monstres, ils sont dans la vraie vie, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Mais voilà, et en fait, du coup, les génériques des sorcières et de Balade à Tristesse se ressemblent pour ça. Oui, ça se reprend pas mal. Ouais. Ouais. Alors que, par exemple, le générique de Mes chers voisins est très Hitchcockien, comme tu Puis disais. très graphique aussi. Ça fait très soul bass. Oui, c'est vrai. Très comme, design. Un peu comme les films les génériques, je pense à autre chose, mais du coup à un cinéaste qui adore Alex de la Iglesia, mais ça me fait penser aussi aux génériques de Arrête-moi si tu peux ou de Tintin de Spielberg, qui sont des génériques très composés avec un petit côté dessin et tout ça. El espacio, negro insondable como el alma humana. Estos son los viajes de la nave interestelar, Plutón Verbenero. Año 2530. La situación en el planeta Tierra es desesperada. Hace años que no queda nada de la capa de ozono. La construcción incontrolada de aerosados en el Polo Norte provoca la subida de las aguas, haciendo desaparecer ciudades como Nueva York, Londres o Benidorm. La raza humana sobrevive en zonas pantanosas superpobladas apestadas por las epidemias, inundaciones e inmobiliarias. En el año 2500, el presidente de los Estados Unidos del mundo, Macaulay Culkin III, comienza su mandato con dos decisiones polémicas. Uno, cambiar de sexo otra vez. Y dos, enviar una nave al espacio. Su objetivo, encontrar un planeta habitable y huir de este inmenso error llamado Tierra. Alors, on vient d'entendre du coup le générique là, de sa série. Du coup, tout à Plutón fait. Verbenero, donc Alors, 2008-2009. Je tiens à dire que j'ai absolument rien compris à ce qu'il a dit, mais j'ai très envie de voir de ce dont il parle. Non, c'est vachement drôle. Genre, tu vois, la montée des eaux a provoqué la fin de très grandes villes comme Londres, New York et Benidorm. Voilà, donc D'accord. on se ramène toujours à un niveau petit espagnol, Ouais, ouais. pauvre village qu'est l'Espagne. Et c'est vrai qu'il critique la télévision, mais il a quand même fait 2 trucs pour la télévision quand même assez importants. Ouais, il a fait 2 trucs. Donc il y a cette série, là, Plutón Verbenero, qui est alors je l'ai pas vu, donc je Ouais, vais pas, c'est dur à trouver. Hein. C'est dur à trouver. C'est trouvable en DVD espagnol et ça doit être trouvable en bip. Et Oui. Non, on peut le dire, hein, télécharger. Hein. en téléchargement. Non, on peut le dire, tu peux le On dire. peut le Fred. dire. Eh ben alors je le dis, ça doit être disponible en Nous, on téléchargement. veut que les gens voient les films et les œuvres. Voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Alex de la Iglesia le veut aussi. Oui, on l'évoquera tout à l'heure. On y reviendra. Ouais, oui, c'est vrai. Et je crois que, d'après ce que j'ai pu comprendre sur cette série, c'est un peu objectif nul avec des thunes Ouais, c'est exactement ça. à la Alex de la Iglesia, quoi. Du coup, ça doit être assez fandard quand même. Ben, c'est, comment ça s'appelle Battlestar Galactica, mais en mode Espagne, où tout le monde se tire dessus, Ouais, voilà. Ouais, dans un vaisseau. Voilà, Et très avec- objectif et- nul, t'as raison. ouais, objectif nul, quoi. Avec les moyens. Et il a collaboré à une collection aussi. Ouais, tout téléfilm. à fait. Alors, c'est Películas para no dormir, c'est le nom de la série. Alors, à la base, c'était une vieille série des années 70. Ouais, un peu la 4ème dimension. Ouais. Ouais, dont le chef de file était Narciso Ibáñez. Narciso Ibáñez. Serrador. Non, le sait. Si. Narciso Ibáñez Serrador, qui est un réalisateur qui a fait La Résidence et Les Révoltés de l'an 2000. Ah oui, ça, je connais ça, du coup. Ah oui, d'accord, oui. 2 films espagnols. Donc, il était showrunner. Peut-être que je révise avant les émissions, quand même. Ça se voit un peu trop, là. Bah, tu vois, j'ai eu du mal à dire son nom, alors que pourtant. Bah, non, je l'avais pas écrit. Voilà. Et donc, c'était une série un peu anthologie, ouais, comme tu dis, la 4ème dimension, avec à chaque épisode une histoire différente. Et des années, au début des années 2000, Filmax, donc, qui était à l'époque le gros pourvoyeur de films fantastiques espagnols, Julio Fernandez et Brian Yuzna, qui ont produit les premiers Balaguerro et Paco Plaza, voulait relancer l'anthologie Películas para no dormir. Et donc ils ont proposé à Alex de la Iglesia, entre autres, donc il y a Paco Plaza, Balaguerro, qui a réalisé le meilleur épisode de la série, Aloué, que je vous conseille de voir, c'est vraiment dantesque. Narciso Ibáñez Serrador lui-même, et puis d'autres, Enrique Urbizu d'ailleurs, dont on parlait au tout début, le collègue de la Iglesia. Ils ont tourné donc chacun des épisodes, et d'ailleurs c'est avec un autre film dont peut-être on parlera plus tard, les crimes à Oxford. Son épisode de la série est le seul film qu'il ait fait qui soit premier degré du début à la fin. C'est un vrai film de terreur. Donc, ça s'appelle La Chambre du Fils. Je sais pas si tu l'as vu. Raph. Non, c'est le seul que j'ai pas vu. Avec son documentaire. Alors c'est l'histoire d'un jeune couple qui emménage dans une maison, qui achète un babyphone, mais un babyphone vidéo. Et donc ils ont un tout jeune bébé, donc il y a une partie voilà, et eux ils ont dans son bureau, le père travaille, je crois qu'il est écrivain ou journaliste, il travaille dans son bureau et il a l'autre partie de l'écran et du babyphone. Et un jour
alors qu'il regarde comme ça, parce qu'il regarde de temps en temps pour voir si son gamin dort, il voit passer une silhouette. Et là, alors une image absolument terrifiante, parce que moi je m'y attendais pas et j'ai vraiment bondi sur mon siège la première fois que j'ai vu ça. Et là, ça va partir en thriller d'épouvante pure. Donc c'est vraiment un film qui fait peur. Et de physique quantique, ça parle beaucoup de physique quantique. Il aime bien les chiffres, hein, quand même. Ouais, mais je pense que ça vient de son cursus universitaire assez poussé. Et, c'est vrai que le prêtre de Jour de la Bête évoque des chiffres, Crime à Oxford, forcément. Crime à Oxford qui parle que de ça, qui parle que de mathématiques. Film très dialogué d'ailleurs. Ouais, qui se tranche un peu lors de sa carrière très visuelle. Il y a des grosses figurances visuelles. D'ailleurs, il y a aussi un climax en haute altitude sur le toit de Oxford. Mais oui, c'est un film plus dialogué. Ouais, c'est un exercice de style. Il va se frotter à un autre type de cinéma. C'est son deuxième film en anglais, parce qu'il y avait Perdita Durango avant. Mais, plus des commandes pour le coup, les deux. Ouais, tout à fait. Même si Perdita Durango est beaucoup plus de la iglésien que n'est Crime à Oxford. Mais voilà, et du coup, voilà, La Chambre du Fils, donc ce téléfilm, parce que c'est un téléfilm, ça dure 1h20, et vraiment, c'est à voir, en tout cas, je vous conseille de le voir. On le trouve facilement en plus. Ouais, il est trouvable en DVD, il est sorti en DVD et tout. On pourrait évoquer les collaborateurs, du coup. Tout à fait. Bah, du coup, on va évoquer ces acteurs pour commencer, puis après les techniciens. Santiago Segura, forcément. Santiago Segura. L'alter ego. L'alter ego, qui est aussi l'un des acteurs fétiches de Del Toro. Oui, c'est le partage. On y revient. Et c'est vrai que c'est une sorte de Gérard Jugnot espagnol, mais en drôle. Dans le physique. Ouais, d'accord. Voilà. Parce que moi, je le trouve drôle, Gérard Jugnot. Mais c'est vrai, autant Gérard Jugnot symbolise le bon français moyen, autant Segura représente l'espagnol moyen. Tout à fait. Mais encore plus poussé. Bah, disons que l'Espagne est beaucoup plus exubérante. Donc, oui, après, voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'il est surtout connu pour Torrente aujourd'hui. Une série de 5 films, bientôt un 6e d'ailleurs. Il arrêtera jamais. Non, Alexander Iglesias n'est pas trop d'accord justement avec cette idée de faire des suites constantes. On lui réclame le jour de la Bête 2, il refuse, il préfère. Ouais, il en a fait aucune d'ailleurs. Il a bien raison. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que Segura s'enferme là-dedans alors qu'il a fait d'autres personnages, d'autres incarnations de Guillermo del Toro. Et c'est vrai que Segura, c'est son alter ego qui est présent dans beaucoup de ses films. Bah, il est dans le jour de la Bête, il est dans Perdita de Durango. Action Mutante, il a un petit rôle aussi. Ouais, il a un petit rôle. Il a un des 2 rôles principaux de Mort de Rire. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'est là qu'il se sont brouillés. Il se brouille un peu. Ouais. Apparemment, moi j'aurais vu justement à cause de Torrente, qu'il trouve beaucoup trop ardos. Voilà, Torrente, on l'a pas dit, c'est un flic raciste, misogyne, homophobe. Voilà. Il a tous les torts du monde, il est obèse, il est crado. Pour de l'Iglesias, apparemment, c'est ce que j'aurais vu, ça va trop loin, ce qui est un peu étonnant, mais. Ouais, moi du coup, je trouve ça étonnant. Moi, je pense. Après, ils étaient vraiment amis, et donc du coup, il y a peut-être des choses liées à leur vie. Leur passif, oui, on sait pas, leur intimité. Et il retrouvera Santiago Segura pour Les Sorcières du Garramordi. Non, il joue d'un balade triste. Il joue le rôle du père. Ah oui, c'est vrai. Du clown. Ah oui, il joue le clown à la machette. Oui. Voilà, oui, forcément. Un payaso comme une machette. 8 ans sans se parler quand même, visiblement. C'est quand même un peu ardos. Il y a aussi Alex Angulo, qui est un de ses acteurs fétiches. Ouais, qui est dans dans Méride d'assassinat, dans Action Mutante, et qui a le rôle principal de Jour de la Bête. Dans Mort de Rire, pardon, il joue dedans aussi. Il joue le producteur. Ouais, il joue le producteur, bien véreux, bien pourri encore. Et malheureusement, Angulo meurt en 2014 dans un accident de voiture. Tout à fait, et du coup, mais même, je crois qu'après Mort de Rire, il a jamais retourné avec de la il a tourné pour Del Toro, du coup, le Labyrinthe de Pan. Ouais. Mais c'est vrai que. Il a une troupe quand même, il a une troupe de gueule. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus Carlos LRS, j'y arrivé. Ouais. Antonio de la Torre, Manuel Talafé, Enrique Villaine, Eduardo Gomez. Et tous ces mecs, on les dirait sortis tout d'une bande dessinée, ils ont tous des tronches, mais pas possible, c'est bon. Ouais, ils sortent tous d'une bande dessinée ou d'un Sergio Leone. Ah ouais, c'est clair. Bah là, c'est clair que 800 balles là. Parce que j'aime dans 800 balles, c'est qu'ils jouent tous au fond des archétypes qui sont vraiment dans la vie, quoi. Oui. Alors, le mec qui tombe, bah forcément il est fracassé dans la vraie vie. Le gars qui s'occupe des cercueils, le fossoyeur, voilà, c'est un Italien, donc ouais, ça, je pense que tout dire au niveau du western. Il y a l'autre qui est aussi un lâche qui se fait tirer par le cheval constamment et qui n'arrive pas dans la vie à s'opposer à sa femme. C'est assez génial, quoi, cette idée que les mecs vivent comme des cow-boys, et à force ils deviennent des vrais cow-boys, quoi. Ah ouais, bah mais je pense qu'ils vivent dans leur univers, ils vivent dans leur western, de toute façon. Et c'est d'ailleurs de là que vient toute la problématique du film. Alors, chez les femmes, on pourra citer du coup Carmen Maura, ouais. Terele Pavès aussi, qui est dans beaucoup de ses films. Qui a une tronche, elle aussi, putain. Putain, ouais, c'est clair que tu fais souvent la marâtre, la vieille grand-mère. Quand elle met son dentier dans Les Sorcières de Garramordi. Ça fait peur. Pas rêver, hein.
Et elle tombe drôle de manière d'ailleurs aussi dans Jour de la Bête. Ouais, tout à fait. Putain, c'est très... Là pour le coup, là on se croit dans Tex Avery quoi. Ouais. Ah, mais c'est exactement ça. Et puis il y a évidemment aujourd'hui Carolina Bang. Carolina Bang Qui porte un nom d'actrice de film de cul. Tout à fait, et qui a un visage très étrange parce qu'elle a le nez complètement de traviole, mais elle très a, belle. elle a un corps atomique, hein, on peut le dire, hein, disons-le. Mais il a peut-être mon année pour elle quand même. Hein. Bah ouais, et du coup, c'est son actrice fétiche. Elle est depuis Balade à Tristesse, elle est dans tous ses films, donc je pense pas qu'elle soit dans Messi. Mais dans la série, elle est dans la série aussi du coup. Elle est dans la série, tout à fait. Elle joue la gentille sorcière dans Les Sorcières du Garamondi. Elle est assez positive dans ses films quand même. Hein. Ouais, mais en fait, elle a toujours dans les 3 films, elle a le seul rôle vraiment positif. Si on enlève Salma Hayek dans Un jour de sens, qui est aussi un rôle positif, mais elle est la seule. Mais c'est le déclencheur du coup. Ça part de ce moment-là où on va vers autre chose. Dans Balade à Tristesse, elle est l'Espagne, innocente, qui se bat entre 2 visions de la vie. Elle aime les deux d'ailleurs. Dans Un jour de chance, elle est la seule journaliste qui ne veut pas faire du buzz sur ce qui se passe. Et dans Les Sorcières de Garamondi, elle est la seule. Pareil, elle a un côté innocent. Autre chose, faire des études, à sortir de village. Tout à fait. Et du coup aussi, il y a des collaborateurs aussi techniques, on pourrait dire, qui sont très très importants. On pourra commencer par Roque Bagnos au niveau de la musique. Roque Bagnos, compositeur depuis quasiment les débuts, je crois. Ouais, jusqu'à La Chispa de la Vida, ouais. Où c'est Juan Valed qui le remplace. Et qui a fait des scores. Mais moi, il me fait penser. En tout cas, ces musiques sur Le Crime Farpé, 800 balles ou surtout Mes chers voisins, c'est très Danny Elfmanien. Bernard Herrmann aussi parfois. Hein. Ouais, aussi, il y a une influence. Moi, le côté un peu ludique de la musique. Oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Ouais. En tout cas, sur le générique de Mes chers voisins, c'est flagrant. Il y a vraiment ce côté Danny Elfman. Oui, une sorte de petite valse assez dansante, assez entêtante. Kiko De La Rica aussi, chef op. Ouais, chef opérateur, qui est le 2e chef opérateur. Donc, je vais essayer de retrouver le nom du premier. Alors, on a évoqué aussi quand même son scénariste, son co-scénariste, Jorge Guerrica Echevarria. Qui a fait quasiment tous ses films, on l'a évoqué. Ouais, et ils ont une belle méthode quand même ensemble. Ils ont une belle méthode. Ils font un peu en ping-pong. Ils s'envoient automatique. Voilà, ils écrivent tout ce qui leur passe par la tête. Et je crois que Echevarria remet tout au propre derrière pour écrire. Ouais. Mais il laisse quand même la primauté à De La Iglesia puisque c'est lui qui réalise. Ouais, je crois que c'est souvent De La Iglesia qui vient avec les idées de départ en fait. Oui, il propose un truc et il dit oui ou non et si ça leur plaît à tous les deux, ça marche. Et c'est marrant de voir parce que Echevarria il a écrit 2-3 autres films, pas énormément. Il a écrit En chair et en os de Almodovar, qui est un thriller qui est un Almodovar très méconnu, qui est vraiment bien. Le premier que j'ai vu moi. Donc avec Bardem, Penelope Cruz. Il a écrit aussi Cellule 211, qui est un très bon film avec Louis Tossard, vraiment. Et Louis Tossard, j'adore cet acteur. The End, que moi j'avais vu à Gérardmer, et qui est très très bon aussi. Et il travaille très peu avec d'autres cinéastes, à part Daniel Monzon, justement, qui a réalisé Cellule 211. Mais voilà, je pense que son métier à Echevarria, c'est scénariste de Alex de la Iglesia. Alors on pourrait citer aussi rapidement, du coup, Arisa Balaga et Biafra, c'est 2 directeurs artistiques qui le suivent sur énormément de films, et aussi Alejandro Lazzaro qui est monteur. Ouais, et c'est vrai qu'il a un amour comme ça technique pour les petits gens, pour les effets spéciaux, et c'est vrai qu'il les cite, les gars des effets spéciaux qui changent selon les films dès le générique. Et c'est vrai qu'il se bat beaucoup avec les producteurs pour ça. Parce que je pense qu'il aime le côté, il aime et il respecte le côté artisanal des films. En fait, je pense qu'il est conscient du fait que même si un film est signé à Alex de la Iglesia, tout seul, il fait pas de film. Voilà, c'est un travail d'équipe. Et du coup, je voulais citer, donc c'est Flavio Martinez Labiano, qui était son premier chef opérateur avant Kiko De La Roca. Et producteur aussi. Et Andrés Vicente Gomez, donc producteur à part sur Action Mutante, parce que c'était Pedro Almodovar, qui a été son producteur jusqu'à Mes chers voisins. Ouais, c'est son premier film produit par Alex de la Iglesia lui-même. Jusqu'à Mes chers voisins. Et après, donc je pense qu'il a été aussi quelqu'un de très important. Il n'en parle pas beaucoup dans ses interviews de maintenant, mais je pense qu'il y a pas mal de rancœur et quelque chose derrière. Et ils se sont brouillés suite à Mes chers voisins et au tournage avorté de Fu Manchu.
Générique de début donc de Balada Triste de Trompeta, qui est donc une saeta, qui est une musique de procession espagnole lors de la Semaine Sainte à Séville, et encore une fois renvoyé. Donc c'est un chef-d'œuvre absolu ce film-là, mais en plus le générique rien qu'à lui, c'est déjà un film dans le film. Hein. C'est extraordinaire. Je pense que ça vaudrait le coup de piocher chaque image et d'aller chercher la signification, en tout cas l'origine et tout ça, et du coup ça donnerait beaucoup de clés avant pour voir le film, enfin pour le revoir. C'est monstrueux. Faut pas faire ça avant de voir le film la première fois. Mais c'est vrai que de manière indépendante, il pourrait presque marcher. Hein. C'est un film dans le film, et moi je vous conseille vraiment ce film, et toi aussi, de toute façon, c'est son chef-d'œuvre, je pense, absolu. Balada Triste et Trompeta, donc en 2010. Alors on va continuer justement, tu l'as évoqué un peu avant, c'est très très bien. On va évoquer un peu ses projets, on va finir sur ses futurs projets. Derrière, Migrant Noche, son dernier film en date, 2015. Migrant Noche, qui est pour l'instant qu'on n'a pas vu tous les deux. Tu n'as pas sorti chez nous. Non. Et qui a l'air d'être un prolongement de Mort de Rire. Ouais. Un petit peu, ça se passe pendant l'enregistrement d'une émission, en tout cas. De Réveillon. De Réveillon, avec une ancienne star de la télé qui revient. Genre les conneries d'Arthur, mais en Espagne. Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que ça a l'air d'être un prolongement avec tout ce que Alex de l'Iglesia a acquis depuis Mort de Rire, qui date quand même de 99, donc ça commence à dater un peu. Un film sur la télé qui, paraît-il, est complètement barjot aussi, hein, mais en même temps on se refait pas. Hein. Avec Segura toujours. Bah oui, bien sûr. Avec Raphaël aussi, le chanteur de variété espagnole, donc qui signe aussi une partie de la musique, qui est déjà présent et aussi. Qui est le chanteur de la balade triste de la trompette. Qui est très triste d'ailleurs cette chanson. Putain, ce qu'elle est mélancolique. Oui. Et du coup, là, il tourne déjà un nouveau film, El Bar. El Bar, qui d'ailleurs. Donc du coup, c'est marrant parce que j'ai l'impression avec Migrant Noche qui revient un peu à Mort de Rire. Et, et avec El Bar qui revient un peu à Merindas Assassinas, quoi. Parce que c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar, hein, comme son nom l'indique. Très belle affiche d'ailleurs, avec une bouteille de whisky intitulée El Bar. Donc c'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar, et là il y a plein de clients. Et il y en a un autre client qui sort d'un coup en courant et qui se prend une balle dans la tête. Voilà, j'en sais pas plus sur le pitch, hein, c'est ça. Oui, le puis pitch après ils doivent finalement s'entraider. Ouais, voilà, parce qu'ils osent pas sortir parce qu'il y a un sniper qui a l'air d'aligner les gens qui sortent. Donc après, j'en sais pas plus. Le film vrai thriller apparemment. Est en fin de tournage. Il sortira dans l'année, en fin d'année, je pense. Ouais, je pense. En Espagne, je pense aussi. Moi, chez nous, jamais. Enfin, on sortait DVD ou technique. Comme vu que Balada Triste avait eu un petit succès d'estime et que Zugar Amordi est sorti, je pense que les films sortiront comme d'hab trop tard. Parce que Mes chers voisins étaient sortis avec un an de retard, et voilà. Mais ça sera les sorties techniques. Donc à mon avis, attendez-le pas au cinéma, faut le voir. Ils sortiront en DVD. De toute façon, ils sortiront, hein, c'est sûr. On est l'élection culturelle française, hein, tu sais. Bah oui. Mais parenthèse, ça on n'a pas évoqué, mais il est beaucoup les huis clos quand même. Hein. Enfin, les milieux urbains, les centres commerciaux, les petits villages de pacotille. Je pense que le huis clos, ça permet. C'est valable pour de la Iglesia, mais c'est valable pour pour beaucoup de films qui se passent en huis clos, pour d'autres cinéastes ou quoi que ce soit. C'est que le huis clos, ça permet de traiter un échantillon d'humanité dans un lieu fermé. Ça évite de s'éparpiller, et du coup on peut rester dans un lieu précis. On peut, en plus, comme de la Iglesia, par exemple dans le Crime Farpé, qui donne une identité quasi religieuse au centre commercial. Qu'il aime beaucoup par ailleurs. Il y traînait beaucoup avec son ami Jorge. Mais je pense que souvent il tape sur des choses qu'il aime bien en fait. La télé, les centres commerciaux. Voilà. Et du coup, le huis clos, ça permet de concentrer l'action en fait. Et ça permet de ne pas sortir des ornières. C'est pareil. Toute la fin des Sorcières de Garamendi se passe une bonne partie du film se passe dans un manoir. Toute la fin dans une grotte. Il aime bien l'idée du manoir, du château, le côté Vincent Price, la mort, il aime bien cette idée. Modernisé certes, mais ça marche pas mal en tout cas. En tout cas, dans les Sorcières, ça fonctionne à fond avec la thématique fantastique du film aussi. Alors dans ces projets, il y a El Santo, une série de films, j'avais vu une trilogie visiblement, El Santo, et El Enmascadero de Plata, donc les grands films de catcheurs mexicains des années 60, voilà, contre les femmes vampires, contre les extraterrestres, toute cette... Et ils veulent concurrencer la Marvel en Espagne. Ouais, en même temps, c'était... quand les Santos sont sortis en Espagne dans les années 50, 40, 50, 60, c'était des films de super-héros. Hein, donc, bien sûr. Mais c'est loin d'être con. Hein. Ils arrivent très très bien, surtout chez l'Iglesia ou même, je trouve en Angleterre, mais c'est un autre débat avec Edgar Wright par exemple, à reculturaliser, je sais pas, leur patrimoine.
Ouais, tout à fait. Ouais. à les moderniser et à les développer. Et je trouve que c'est une super idée quand on aura chez nous, je sais pas, un Maigret 2.0. Pourquoi pas? Je propose ça, moi, par exemple. Pourquoi pas, ouais, tout à fait. Ça marcherait très très bien. Et El Santo, je trouve que c'est une super idée. Et je pense qu'il va s'éclater avec Xavier Glacier. Du coup, par rapport à El Santo, je verrais plus un Fantomas 2.0. Bien sûr. Oui, ouais, Fantomas, par exemple, ouais, très très bien. Dans aussi. le côté un peu, dans le côté vraiment folklorique. Parce que Maigret, Oui, le personnage est bien, mais c'est un venu, flic. oui. Voilà. Mais c'est un flic, il y en a plein dans tous les pays des flics. Alors comme Fantomas, Sherlock, tu vois, avec BBC, ça marchait pas mal aussi. C'est vrai. Alors aussi, dans les projets avortés, c'est un truc qui nous plaît beaucoup ici à Super Grave. Je te laisse la primeur, Black et Mortimer. Black et Mortimer, donc il a toujours, on l'a dit en début d'émission, il a toujours été fan de BD franco-belge, de Hergé et tout ça. Et il a beaucoup travaillé pendant quelques années sur une adaptation de La Marque Jaune, donc une des BD de Black et Mortimer. Projet qui n'a pas abouti. Faute de financement. Ouais, faute de financement, comme la majorité des projets avortés de la Iglesia, dont le plus important que j'ai évoqué juste avant. Et voilà, Black et Mortimer. Je pense qu'il avait l'envie d'ouvrir son cinéma à autre chose qu'à l'international. Je pense que c'est l'envie. C'est une vraie volonté qu'il a, il en parle. Ouais, il en parle souvent. Je pense je pense pas qu'il soit comment dire, aigri de son statut, parce que il gagne, enfin voilà, ses films cartonnent, il gagne énormément de prix, il est reconnu en Espagne comme un des Goya. Voilà, il a été président des Goya pendant longtemps, il est reconnu à l'international globalement, même si en France, même chez nous quand même. Ouais, c'est un peu limite. C'est une niche, voilà. Mais on le connaît quoi. Et je pense qu'il a envie de, en fait, je pense qu'il a des envies Spielbergiennes vraiment. Parce que lui a dit Spielberg, il a rencontré Spielberg grâce à 800 balles et Spielberg lui a dit mais pourquoi tu veux tourner aux États-Unis, à Hollywood, t'es bien chez toi, quoi, t'as tout ce que tu. Il fait bah c'est pour l'argent, mais c'est ironique évidemment. Oui, bah, en fait c'est pas pour l'argent pour lui, c'est pour l'argent pour les films. C'est un film comme La Marque lui qui voulait là-bas, je pense. Je pense qu'avec La Marque Jaune, il aurait l'envie, un peu comme Crime à Oxford, de faire un film premier degré qui soit pas une vanne et qui soit un vrai film d'aventure, un exercice de style, des effets spéciaux, voilà, quelque chose de. Enfin, il disait dans les interviews quand même qu'il voulait quand même faire un film dramatique, mais qui allait tirer vers la comédie, voulait s'inspirer d'un film espagnol qui s'appelle La Cabina, justement, que je connais absolument pas. C'est un mec un peu comme Phone Game qui est bloqué dans une cabine téléphonique et il essaie de s'en sortir et personne en fait l'aide ou le voit. Et il voulait tirer vers ça et il y a plusieurs rumeurs autour du casting qui avaient circulé. Kenneth Branagh, David Toulis, John Malkovich du coup pour jouer le Rick, tout comme Mark Strong, Ewan McGregor, Kiefer Sutherland, Hugh Laurie, Jude Law, Clive Owen. Mais à chaque fois, les rôles sont assez bizarres. Enfin, on sait jamais qui joue Black et Mortimer. Enfin, on sait jamais, quoi, tu vois. C'est assez mélangé. Dans tout ce que tu as dit, Kenneth Branagh, Hugh Laurie, je trouvais ça. C'est pas con, hein. Je trouvais ça sympa, ouais. Et du coup, voilà, ça n'a pas abouti. Lui, il fallait 37 millions de dollars. Il en a eu que 22. Donc voilà, faute de financement, il a abandonné. Et du coup, il y avait un film avant Black et Mortimer, qui est donc, du coup, était la raison de sa brouille avec son producteur attitré, qui était Fu Manchu. Donc c'était un de ses rêves. Alors, Fu Manchu, c'est le retour de Fu Manchu. Voilà, c'est une série de films qui à la base viennent d'Angleterre avec Christopher Lee. Fu Manchu, c'est le péril jaune, c'est le savant fou, c'est le maître du crime chinois qui règne dans les bas-fonds de Londres et qui est confronté à Neville Smith, un agent de Scotland Yard. Le plus grand flic. Ouais, bah, James Bond, quoi. Ouais, c'est ça, il voulait faire James Bond. Et en fait, voilà, il avait cette envie de réaliser un Fu Manchu avec un casting que je trouve génial. Alan Rickman dans le rôle de Fu Manchu et Antonio Banderas dans le rôle de Neville Smith, pardon. Et Charlize Theron. Et Charlize Theron, du coup. Encore une belle plante, encore une. Et c'est vrai qu'il aurait sûrement montré toute nue sur un lit. Bah, il l'aurait fait. Et puis le financement aussi a capoté. Et puis tourné quand même à Macao, Hong Kong, Bangkok. Ouais, voilà. Beaucoup de lieux différents. Je pense que là où il en était dans sa carrière, personne ne voulait le suivre en fait. Le seul film qu'il avait fait en anglais, c'était Perdu à Durango, que personne ne connaît, donc qui a fait un beat partout. Même moi, je l'ai vu une fois, j'ai du mal à m'en rappeler. Donc, ouais, c'est un super film. Hein. Avec Gandolfini aussi ça à l'époque. ressemble à c'est du Sam Peckinpah version. Oui, version trash. J'adore Peckinpah. Bah, oui. Oui, c'est Apportez-moi à la tête d'Alfredo Garcia en mode de l'Iglesia. Tout à fait. Et donc voilà, Fu Manchu, pour moi c'est vraiment. Après, je connais pas très bien Black et Mortimer, mais Fu Manchu, j'ai vu les vieux films et du coup. Ça peut être pas mal. J'aurais pu trouver. Ouais. Surtout avec Alan Rickman
Alors, il évoque plusieurs aussi projets comme ça, bon, des idées comme ça. Il y avait un projet qu'il a failli faire à une époque qui était Subreich, un film avec des nazis, avec un mec qui travaille dans la publicité, qui a un rendez-vous, il prend le métro, et donc le métro s'arrête. Il y a des mecs qui arrivent, des soldats, c'est des nazis, et il l'emmène dans un camp de concentration. Il mène une sorte de résistance, un peu Stalag 17 de Billy Wilder, quoi. Une sorte de résistance, il trouve son bonheur, et en fait, il hésite justement à partir parce qu'il y a une sortie de secours qui mène au monde réel. Donc encore une fois, le petit monde, voilà, ça aurait pu être très Della Iglesia, encore une fois, ça aurait pu lui coller. C'est bizarre que personne n'ait voulu financer ça. Ça aurait pu être bien, putain. C'est vrai que bah, tu parles de Fu Manchu, il y a Rob Zombie, il y a quelque part qui a fait un peu les deux, hein, avec sa bande-annonce pour le projet Grindhouse. Avec Nicolas Cage dans le rôle de Fu Manchu. Ça y va comme un grand. Ouais. Film de pirate aussi, il parle d'un film de pirate où on a un trésor avec des mecs bloqués sur une île et finalement ils ont clean et donc du coup le trésor sert à rien. Voilà. C'est très Méchard Voisin, il l'évoque aussi. Ouais. Méchard Voisin, c'est ça, hein, c'est l'idée du trésor caché et compagnie. Il parle aussi de faire un film sur le cabaret Voltaire, qui était le lieu de culture à Zurich du mouvement Dada. Ouais, tout à fait. Bah, vu que c'est une de ses influences, le dadaïsme, il a souvent parlé de faire un film avec André Breton, tout ça. Toutes les figures du dadaïsme. Alors, le mec, quand même, il a aussi refusé des films. Il a refusé Alien 4. Qui serait quand même sortait pas mal, enfin, mieux que le Jeunet. Non, mais j'aime bien le Jeunet. T'aimes bien le Jeunet, toi? Ouais. Ah, t'es l'un des seuls alors. Mais moi j'aime bien Jeunet. Mais il aime bien Jeunet aussi, il aime beaucoup Delicatessen. Mais c'est vrai qu'ils ont un univers assez partagé. Delicatessen ressemble à plus que les autres films de Jeunet, mais bien sûr. Et encore, il y a ce côté un peu hyperbolique dans tous les films de Jeunet, avec la façon dont les personnages sont écrits, et c'est tout le temps un petit peu exagéré. Bah tiens, super, tiens, on pourra parler aussi de quelques équivalents pour terminer. Moi, je vois bien en France Yann Kounen, par exemple. Ouais, les premiers Yann Kounen. Ouais, parce que Yann Kounen, il vit dans une autre stratosphère aujourd'hui. Oui, il est passé à autre chose, pour être poli. Mais c'est vrai que ses premiers films... Ouais, Doberman, ça pourrait être un peu le genre de film Vibroboy des débuts. Ouais. Et il y a aussi Alain Chabat. J'ai vu Alain Chabat, j'ai parlé à Alain Chabat au Festival Lumière dernièrement. Et je lui avais dit, vous êtes le seul à peu près en France à faire comme Della Iglesia, c'est un cinéma complètement frappé. Il a fait de la bande dessinée aussi avant, il voulait faire Spirou à une époque. Il m'a dit que c'est pas con en fait, il a réfléchi, il fait mais ouais, c'est l'un des seuls équivalents et il le connaît absolument pas. Il adore son œuvre. Ah, c'est dommage parce que il adore son œuvre. Ça pourrait être sympa de les voir bosser ensemble. Et il y a aussi Edgar Wright, mine de rien, en Angleterre, qui est assez similaire, la pop culture, le côté mélange des genres, le côté terreur en matinée de comédie. Il n'y en a pas beaucoup des cinéastes comme Della Iglesia. Non, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, pour revenir sur Edgar Wright, je pense qu'Edgar Wright est... Je suis assez d'accord sur ce que tu dis, hein, sur le côté de la pop culture et tout ça, mais sauf qu'Edgar Wright, il n'est pas dans l'agressivité. Non, c'est sûr, c'est l'inverse. Edgar Wright, il est plus doux amer, on va dire. Ouais, oui, c'est ça. Et puis, il a une culture geek, Edgar Wright, que n'a pas Alex Della Iglesia. Oui, Alex Della Iglesia, plus érudit. Voilà, Alex Della Iglesia, il est plus érudit, tout à fait. Mais oui, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de cinéastes comme Alex Della Iglesia, mais je pense que c'est lié à des personnalités, hein. C'est la personnalité qui fait que... Et le contexte espagnol, tout ça, qui fait que... Voilà. Peut-être qu'il y avait Verhoeven qui pourrait être un peu en plus sérieux. Oui, c'est vrai, en plus sérieux. Et Verhoeven, il partage aussi, et du coup, un peu comme Jeunet, même si les trois le font sur un mode différent, mais il partage pour moi ce côté hyperbolique sur les personnages. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui viennent de la vie et qui sont en fait traités comme des hyperboles, c'est-à-dire que c'est tout le temps un peu exagéré, voilà, la violence. La caricature, la violence dans Robocop ou dans Total Recall, elle pourrait très bien sortir d'un Della Iglesia. C'est très exagéré. Voilà. Ne fait pas rêver. Nada de lo que valía antes vale ya. Las reglas del juego han cambiado. Hace 25 años, quienes se dedicaban a nuestro oficio jamás hubieran imaginado que algo llamado Internet revolucionaría el mercado del cine de esta forma y que el que se vieran o no nuestras películas no iba a ser solo cuestión de llevar al público a las salas. Internet no es el futuro, como algunos creen. Internet es el presente. Internet es la manera de comunicarse, de compartir información, entretenimiento y cultura que utilizan cientos de millones de personas. Internet es parte de nuestras vidas y la nueva ventana que nos abre la mente al mundo. A los internautas no les gusta que les llamen así. Ellos son ciudadanos, son sencillamente gente, son nuestro público. Ese público que hemos perdido no va al cine porque está delante de una pantalla de ordenador.
Quiero decir claramente que no tenemos miedo a Internet, porque Internet es precisamente la salvación de nuestro cine. Solo ganaremos al futuro si somos nosotros los que cambiamos, los que innovamos, adelantándonos con propuestas imaginativas, creativas, aportando un nuevo modelo de mercado que tenga en cuenta a todos los implicados: autores, productores, distribuidores, exhibidores, páginas web, servidores y usuarios. Se necesita una crisis, un cambio para poder avanzar hacia una nueva manera de entender el negocio del cine. Tenemos que pensar en nuestros derechos, por supuesto, pero no olvidar nunca nuestras obligaciones. Tenemos una responsabilidad moral para con el público. No se nos puede olvidar algo esencial. Hacemos cine porque los ciudadanos nos permiten hacerlo y les debemos respeto y agradecimiento. Voilà, ça c'est un cinéaste qui tiene cojones. Ouais, hallucinant ce discours. Hein. D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à aller le chercher sur YouTube. Il est Je le disponible. mettrai sur la page Facebook. Il est disponible avec des sous-titres. C'est hallucinant. En gros, il explique que le monde est en train de le monde du cinéma est en train de changer, le monde de l'art est en train de changer, et il va démissionner. Il était président des Goya, donc Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, l'équivalent de l'Académie des Césars, et il a démissionné suite à ce discours parce qu'il se retrouvait pas dans ce qui arrivait, et c'est lié Une sorte à de loi Adopi espagnole. C'est lié à l'équivalent de la loi Adopi, où en gros, pour schématiser, hein, si vous écoutez le discours en entier, ça sera plus Il dure explicité. 7 ou 8 minutes. Mais en gros, il explique que lui, il aimerait bien que les gens voient ses films, peu importe quelle manière de voir ses films. Quoi. Oui, il est contre le droit d'auteur. Ouais, tout à fait. Bah, Comme Catherine Deneuve en France. C'est assez bizarre de le je constater. ne savais pas, mais Oui. du coup... Et Jean-Luc Godard. Véridique. Bon, j'aime Comme bien quoi, Catherine Deneuve, et du coup, je l'aime encore un petit peu plus. Elle serait bien chez Alex Iglesias. Elle veut tourner avec Almodovar, mais pourquoi pas chez Alex Iglesias? Ouais. Alors voilà, nous on tient beaucoup à Alex Iglesias. C'est un cinéaste qu'on aime beaucoup, qui est assez unique, et sa voix fait du bien dans le cinéma, en fait, tout simplement. Ouais, tout simplement. Et elle fait du bien parce qu'elle reste singulière, quoi qu'il fasse. Même sur un film comme Ouais. Crime à Oxford, qui est son film le plus carré, on pourrait le dire. plus normal, Ouais. pour mettre des guillemets à normal. On sent toujours ce truc. Il y a une femme nue qui mange des spaghettis. Il y a des plans Léonard séquences. Wetling. Je me Ah, rappelle encore. Léonard Wetling. Il y a des plans séquences de fou. Il y a une Plein facture d'acteurs, formelle. des gueules. Voilà, il y a des gueules. Il y a des idées. Et je pense que ouais, c'est un cinéaste à découvrir. En tout cas, il faut juste pas avoir peur de la folie. Revoyez son cinéma qui est toujours de toute façon généreux. Allez, on passe Tout tout à de fait. suite au Yippee-Ki-Yay. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker. Alors toi, Fred, cette semaine, tu vas nous chroniquer une bande dessinée, un Batman. Tout à fait un Batman, parce que Batman, c'est le plus fort, on le dira jamais assez. C'est le meilleur. Non, c'est le plus fort. C'est pas le meilleur, mais Ah c'est ouais. le plus fort. Donc, je voulais vous parler d'une BD qui vient de sortir chez Urban Comics, qui est sortie le mois dernier. C'est Batman, la malédiction qui s'abattit sur Gotham. Je voulais vous en parler parce que ça change un petit peu. C'est pas une histoire de super-héros, c'est en gros un Batman qui se retrouverait plongé chez Lovecraft. Voilà. Donc tu as toutes les composantes et les personnages de l'univers de Batman, Ra's al Ghul, même les Robins, hein, Dick, Tim et Jason. Il y a Killer Croc, Poison Ivy, Harvey Dent, bien sûr. Tous des composants de l'univers Batman qui se retrouvent malaxés à la sauce Lovecraft, donc avec des monstres, des malédictions antédiluviennes et ce genre de choses qu'on aime bien. Donc ça a été écrit par Mac Mignola, le papa de Hellboy. Qu'on a évoqué ici pour la spéciale Del Toro, forcément. Ah, forcément, oui. Ceux qui connaissent Hellboy le savent, c'est un univers. Voilà, c'est un univers et Mignola adore Lovecraft, hein, c'est pas une surprise. Et là, donc il est juste scénariste et il fait les magnifiques couvertures de chaque épisode. Et c'est dessiné par Troy Nixey, que je ne connaissais pas avant de lire cette bande dessinée, mais qui fait un travail qui ressemble beaucoup à celui de Mignola. C'est vrai que j'aurais cru que c'était du Mignola, ouais, là-bas. Ouais, mais non.
Et en un peu moins mignolesque, mais voilà, ça reste sympa. Et voilà, c'est une lecture que je conseille parce que ça change de Batman. C'est pas une histoire de super-héros, il y a des monstres. C'est une réinvention du mythe, c'est ça en fait. Ouais, tout à fait. Et ça fait partie d'une série de récits qui étaient dans les années 90, les Elseworlds, on appelle ça. On appelait ça, où en fait les personnages canons de DC Comics, Superman, Wonder Woman ou Batman, étaient réinterprétés dans des univers complètement différents. Donc il existe un Batman vampire qui sortira bientôt en bande dessinée. Il y a Superman chez les soviets. Putain, c'était bon ça. Ouais. Ça ferait un putain de film par exemple. Tout à fait. Ça Ils le feront jamais. Avec Batman avec une chapka avec des ailes. Rien que l'idée du gris et du rouge au niveau esthétique, ça aurait été génial. Ça aurait beaucoup changé avec une faucille et un marteau à la place du S en plastron. Voilà, donc la malédiction qui s'abattit sur Gotham, moi je le conseille parce que même si on n'aime pas trop les super-héros, c'est cool. Si on aime Lovecraft, c'est très bien. Et si on aime Batman, c'est très bien aussi. Voilà. Donc ça pareil, sorti quand aux États-Unis Alors aux États-Unis, ça paraît en 93, je crois. Et voilà, donc ça sort à peine chez nous maintenant. Ouais. Alors, je crois que c'est complètement inédit en France. Alors peut-être que je me trompe, hein, si les aficionados de Batman me contrediront, mais je crois que c'est complètement inédit en France. Donc ça sort chez qui ça ? Urban Comics, qui est l'éditeur de DC Comics aujourd'hui. Donc c'est une très belle édition, il y a une histoire en bonus, une histoire dessinée par Mike Mignola, avec aussi un monstre Lovecraftien et un Batman, mais vraiment Batman cette fois. Voilà, donc je vous le conseille, c'est vraiment très bien. Ben voilà, vous avez un conseil de lecture pour l'été, là, grâce à Fred. De toute façon, on lisait tout Batman, de toute façon. Bah oui. Mais le problème, c'est qu'on aime tellement de trucs, nous, on conseille les gens de tout voir, de tout lire. Voilà. Mais bon, c'est... Ça, on pourra pas changer. Hein. Enfin bon, moi, je vais évoquer, pour changer, des films, une collection qui sort bientôt, donc à partir du 6 juillet, une collection chez Carlotta. Il faut saluer l'initiative. Une ressortie DVD et surtout Blu-ray, donc une collection qui s'appelle Midnight Collection, autour, on va dire, de grandes séries B d'autrefois. Donc il y a plusieurs titres qui vont paraître d'abord une première salve donc le 6 juillet et puis après le 24 août. Alors la première salve, 4 films. Il y a Blue Jean Cop avec Peter Weller quand même, Robocop, excusez du peu, et Sam Elliott. Rappelez-vous le cowboy de Big Lebowski. Le cowboy. The Cowboy. The Exterminator, voilà. Vigilante, voilà. Le Scorpion Rouge avec Dolph Lundgren. De Joseph Zito. Oui, c'est vrai, Zito. Un réalisateur que personne ne connaît, mais... Ils auraient presque pu sortir d'ailleurs, puisqu'on parlait de Segura, d'ailleurs, bien de Réanimateur. Tout à fait. Ça peut être bien. Ranuzna, ça peut être pas mal aussi avec Segura. Et surtout, moi, celui qui me touche le plus dans cette collection, qui est Maniac Cop, de l'immense William Lustig, un cinéaste qu'on évoque, je trouve, pas assez. Et c'est vrai que c'est un immense film. Tu devrais faire un épisode sur lui. J'aimerais bien. On a réfléchi, mais tu sais que Refn travaille sur un remake apparemment. Alors pourquoi pas ? Peut-être qu'il y aura une actu qui permettra de traiter Lustig. Mais c'est bien en tout cas, voilà, sur l'initiative de Carlotta de ressortir des grandes séries B et surtout de mettre en avant des auteurs quand même oubliés, puisque par la suite ils vont quand même parler aussi de Frankenlother par exemple. Ils vont sortir voilà Frankenhooker, il y a Basket Case tous les Basket Case vont ressortir. Donc c'est assez rare. J'ai pas trop d'idées comme ça, de souvenirs d'une collection comme celle-ci chez un gros distributeur. Non, il y a un peu c'est un peu le travail que fait Wildside par moment. Ouais, c'est vrai. Mais là pour le coup c'est plus crade entre guillemets. Wildside il sort beaucoup du vieux classique, du old school classique. Oui, c'est vrai. Ou du coréen. Des westerns, voilà. Mais là, comme ça, en Blu-ray, je pense qu'en France, c'est une première. En Angleterre, ça existe depuis longtemps. Mais en France, c'est une première un peu. Bon, alors, j'ai pas encore eu la chance de voir les copies restaurées. Hein, je les ai, mais j'ai pas eu le temps pour l'émission. Je sais, je fais mal mon travail. Et bon, je vais voir tout ça tranquillement. Donc, il faut, je pense, revoir ces films. Et puis, de toute façon, comme on le fait ici même depuis le début de cette émission, voir et défendre le cinéma de genre et le cinéma bis en général. Donc, saluons cette collection Midnight Special. Donc, les titres Blue Jean Cop, The Exterminator, Le Scorpion Rouge et donc Maniac Cop. Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Alors, merci Fred pour cette émission. Ouais, merci de m'avoir invité, c'était cool. Mais tu reviendras de toute façon. Ah bah oui. Dans pas longtemps en plus. Bon, je dévoile pas encore le thème. On laisse la surprise. Non, ça sera une surprise. Et puis surtout d'avoir défendu le cinéma d'Alex de la Iglesia, qui est un cinéma pas très connu. Le cinéma espagnol, on n'en parle pas beaucoup à part Almodovar. Il y a Amenábar, Iglesia. Ouais, mais même Amenábar n'est pas connu. Hein. Il y a de la Iglesia qui est connu. Almodovar qui est connu. Et puis, ou Buñuel autrefois, voilà, ou Trueba, mais...
Mais c'est très très rare de voir, pourtant c'est à côté de chez nous, et c'est rare de voir ce cinéma-là, alors qu'il est pourtant assez disponible. Donc matez le cinéma espagnol en général, c'est très très bien. Je remercie vous, les auditeurs, de nous suivre, nous envoyer des gentils messages constamment donc sur notre page Facebook, sur notre page Twitter ou sur aussi nos podcasts aussi que vous pouvez retrouver sur Mixcloud. Et je tenais de manière personnelle à dédier cette émission pour une fois à ma grand-mère et à mon papa, voilà, qui m'ont quand même aussi aidé dans le cinéma, on va dire, de Alex et les Iglesias. Je me suis parfaitement retrouvé là-dedans avec des personnages que j'ai connus et que je fréquente encore, j'ai envie de dire. Et on se quitte ici sans rien du tout pomme de terre, avec notre tradition de notre collection donc des cinéastes geeks, un terme un peu réducteur, une BO qui a inspiré donc le cinéaste traité du jour. Et cette semaine, inutile de vous présenter le morceau sélectionné, vous allez voir, vous allez tous le reconnaître. Quant à nous, on se retrouve donc dans 15 jours pour évoquer une fois de plus un cinéaste complètement barré, aussi à l'aise dans l'animation que dans le cinéma live, dans le cinéma de genre aussi. C'est le génial Brad Bird, d'autant plus que Alex de la Iglesia, j'ai appris ça dans l'émission, a doublé dans la version espagnole Les Indestructibles. Et voilà. Ça, c'est génial, lié ça. avec Segura, forcément. Forcément. Et ils ont fait ensemble, d'ailleurs, dernièrement, dernier truc, voilà, ils ont fait un Grey Bird qui vient de sortir. Voilà. Ça m'étonne même pas de la Iglesia, tu vois. Ouais. À dans 15 jours, à bientôt. Au revoir.